Super. Voilà, c'est parti. Donc, je vous partage juste mon écran pour vous dire que voilà. Donc, je ne sais pas si vous voyez mon écran. Oui, c'est bon. Voilà. Donc pour vous dire que voilà, on est là aujourd'hui pour échanger avec Jonathan de la société Ceramica pour parler de la culture de la morille. Cette cette réunion un peu voilà, pour nous c'est un nouveau format, hein. On essuie un peu les plâtres avec vous C'est d'organiser normal. ce genre de réunion avec des agriculteurs. Du coup, l'idée, c'est de se dire que bah, des fois, vous êtes loin à votre société et que on peut s'économiser du transport, bah, voilà, et quand même pouvoir échanger, c'est pas mal. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, d'un point de vue pratique, si vous pouvez essayer de garder vos caméras allumées, c'est plus sympa pour échanger. Si vous pouvez couper vos micros quand vous parlez pas, c'est pas mal, ça évite les bruits parasites de la maison ou de ce qui se passe autour. C'est toujours, voilà, c'est toujours plus agréable. Évidemment, quand vous voulez prendre la parole, ben, faut penser à le réactiver. Et surtout, l'idée, c'est que ce soit une réunion interactive avec Jonathan, donc, ou Jonathan, non, je sais plus comment. Avec Jonathan, Jonathan. Les deux, ça Jonathan, passe, pas de ça problème. marche. Donc, il va nous présenter les bases de la culture de la morille et quelques données chiffrées, mais l'idée, c'est aussi que vous puissiez intervenir, lui poser vos questions et que ce soit, voilà, que ce soit interactif. Euh, je vais juste vous dire quelques mots un petit peu du cadre dans lequel on organise cette réunion et après, je vous propose qu'on fasse un petit tour de table parce qu'on n'est pas nombreux et puis qu'on laisse la parole à Jonathan. Du coup, cette réunion elle est organisée par la Fédération départementale des CIVAM du Gard. Donc nous, on est une association donc basée à Sommières dans le Gard. On travaille, voilà, nos missions, c'est de faire du lien entre les différents acteurs du monde rural, d'accompagner le développement de l'agriculture biologique et des pratiques agroécologiques et de faire en sorte que tout le monde puisse ben, manger des produits bio, locaux y compris voilà, les publics qui sont les plus précaires ou voilà, en difficulté. Donc pour ça, on travaille sur différents champs. Donc, je l'ai dit, l'agriculture bio, l'agroécologie. On a une grosse activité de formation. On travaille aussi sur tout ce qui va être accueil à la ferme, accueil pédagogique, accueil social, sur les circuits courts, la structuration des filières et puis également l'agritourisme. Et nos publics, bah, c'est en premier lieu les agriculteurs et les agricultrices, les porteurs de projets, mais on travaille également avec bah, tout l'ensemble des acteurs du monde rural. Donc ça peut être des élus, des enseignants, des consommateurs, des jardiniers, voilà, du jeune public. Cette réunion, elle est organisée dans le cadre d'un projet qu'on appelle Transistor, qui a pour objectif d'organiser des journées techniques et des vidéos comme ça sur des questions en lien avec la transition agroécologique. Donc aujourd'hui, on va parler de culture de morille, mais voilà, on a tout un programme. Je ne sais pas si vous voyez toujours mon écran, mais voilà, il y a tout un programme de séances d'échange de pratiques qui sont gratuites. Euh, je pense que vous l'avez reçu par mail, ceux qui sont inscrits, j'ai dû vous le transférer, mais voilà, sachez que, en tout cas pour le mois d'octobre, il y a plusieurs journées sur les plantes aromatiques et médicinales qui sont prévues. Il y a une journée sur l'apiculture autour de la problématique du varroa, et puis également une journée autour de la biodiversité à la ferme. Donc, c'est des séances qui sont gratuites et auxquelles vous pouvez participer, voilà, quel que soit votre statut. Ah, je vois qu'il y a un nouveau participant. Euh, donc, je je vais pas faire plus long que ça. Ce que je vais vous proposer, si vous le voulez, c'est qu'on fasse un petit tour des présents, que chacun dise un mot de voilà, un petit peu qui il est, d'où il vient et peut-être ses attentes par rapport à cette réunion autour de la culture de la morille. Comme ça, Jonathan, ça lui permettra de vous cerner aussi et puis d'adapter voilà, son discours. Et puis après, je lui laisserai la parole et ce sera voilà. Pour Virginie qui vient d'arriver, bienvenue.
Juste, on disait que si c'est possible, allumez votre caméra, c'est plus agréable pour les échanges, c'est plus sympa, comme ça on se voit. Et puis, essayez de, quand vous prenez pas la parole, de coupler votre micro. Ça évitera les bruits parasites. Bon. Juste Euh, une petite question. oui. Pour couper le micro, je ne peux pas faire de bêtises. Je le trouve où le micro? Alors, le Pour micro, couper normalement, il y a un petit micro en bas à droite. Il y a marqué désactiver le son. Ah, d'accord, il fallait toucher l'écran. D'accord, merci. Voilà. Donc, si vous cliquez dessus, normalement, ça coupe le micro. Puis, il faut appuyer dessus pour le. D'accord, Voilà. merci. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions techniques comme ça, il n'y a pas de souci. D'accord. Euh, voilà, ben, moi c'est tout ce que je voulais vous dire. Je vais distribuer peut-être la parole parce que c'est pas évident quand on est en salle, on fait le tour de la table, mais là, voilà. Donc je peux peut-être, Mathilde, si vous voulez vous présenter tous les deux. Oui, bah, c'est sûr, c'est moi. C'est moi, Mathilde. Je suis dans le Gard avec. Moi, je travaille avec des chevaux de trait. Et on fait de la prestation avec des chevaux de trait, donc en ligne et en débardage. Enfin, et je suis dresseuse. Mais là, je voulais un peu diversifier mes activités. Et comme en fait, j'ai 1 hectare de forêt, donc je me disais que c'est impossible de cultiver quoi que ce soit, mais les champignons, peut-être. Je me dis qu'il y a quelque chose à faire. Donc, à voir, j'ai une liste de questions, à voir si ça peut. Si je me lance Ok, faire un test cette année. très bien. Ok, Je suis à merci. côté de Uzès, ouais, je l'ai À dit. côté du ZES, ok. Jean-Philippe. Oui, bon, Jean-Philippe, bonjour. Marie Bio à Moguio. Il y a quelques années, j'avais fait la formation de production de Perroc et de Pitake, que j'ai pas encore mis en pratique. Et là, je voudrais voir aussi donc, du coup, pour la morille. Voilà, je viens d'attaquer les marchés, je voudrais me diversifier. Et donc, je pense que c'est une bonne idée de partir sur du champignon. Ok, Voilà. Super. Merci Jean-Philippe. Ok. merci. Virginie. Alors, Virginie, il faut que tu décolles. Enfin, si tu veux te présenter en 2 mots. Alors, il faut que tu arrives à décocher ton micro, normalement. Tu appuies sur désactiver le son, activer le son. Normalement, ça doit marcher. On te laisse chercher. En attendant, Loïc, je ne sais pas si tu nous entends, si tu veux te présenter. Bon, Loïc, Oui, a l'air d'avoir le micro coupé aussi. ouais, je ne sais pas si le micro est coupé ou si tu nous entends pas. En attendant que Virginie cherche pour réactiver son micro, vous avez la possibilité, pour ceux qui sont, c'est plus facile quand on est sur un ordinateur, mais de pouvoir écrire des messages si vous avez envie. Ça s'appelle le chat. Donc, quand vous appuyez sur les 3 petits points, là, plus, vous avez un truc où il y a marqué chat. Si vous cliquez dessus, bah, vous pouvez écrire des questions si vous avez envie. Vous pouvez partager des documents aussi qui seront partagés avec tout le monde. Mais bon, là, on n'est pas nombreux. Moi, je vous invite à plutôt poser vos questions à l'oral, hein, ce sera beaucoup plus simple. Virginie, tu as réussi à réactiver ton micro et on t'entend pas. Il n'y a pas de... Ouais, ça marche pas, on t'entend pas. Ah, Loïc a disparu. Ouais, oui, qui a disparu. Bon, peut-être qu'il a des problèmes lui aussi de son et qu'il essaye. Des fois, en se déconnectant, se reconnectant, ça marche. Mais est-ce que tu nous entends déjà, Virginie, ou pas? Oui. Bon, c'est déjà ça. C'est pas mal. Ce que je te propose, c'est que peut-être on commence et puis si tu arrives à résoudre ton problème de son, enfin, où tu puisses parler en tout cas, bah, t'hésites pas à te présenter par la suite. Et puis sinon, si tu as des questions, tu peux les écrire dans le chat si ça marche pas, ou m'envoyer un SMS. Voilà. On va démarrer du coup. Jonathan, je vous laisse la parole.
super. Vous me Et dites si bah, vous voulez que je présente, que je partage votre présentation. ouais, super. Et merci à tous d'être là et puis ravi de vous rencontrer. Donc moi je suis Jonathan Cabodi et je fais partie de l'entreprise d'origine qui s'appelle Maury du Lac. Donc c'est une entreprise au départ qui était une exploitation de Maury. Donc voilà, c'est un projet qu'on a monté à 3 associés il y a maintenant 10 ans en arrière. Et notre but premier c'était d'arriver à cultiver la Maury. Donc là je vais essayer de faire un petit topo un petit peu sur notre histoire pour se représenter un petit peu comment cette aventure est née. Donc en fait, ça a démarré il y a une dizaine d'années. Donc moi, je suis un ancien restaurateur. Donc j'aime bien manger, j'aime les morilles, etc. Et puis un jour, j'ai eu l'occasion de pouvoir avoir quelqu'un qui avait soi-disant réussi à cultiver quelques morilles. Donc pour moi, c'était quelque chose qui n'existait pas du tout et qui n'était pas plausible. Et en travaillant dans la restauration, bien évidemment, je me rends bien compte de l'intérêt économique que ça pouvait avoir, et puis surtout en termes de distribution auprès des restaurateurs, qui est un produit plutôt très rare. Voilà, c'est ce qui fait qu'on s'est lancé dans cette aventure à trois. Donc on a démarré ça il y a une dizaine d'années. Donc on a commencé avec des petits tests, hein, c'est-à-dire essayer de comprendre comment fonctionnait le mycélium de Maury. Donc là on est vraiment sur quelque chose de recherche biologique. On a la chance d'avoir quand même la Chine, qui est la plus grosse production au monde. Donc c'est eux qui ont découvert comment la cultiver il y a 10 ans, sachant que ça vient quand même d'un brevet américain qui date d'une quarantaine d'années. Et quand il est tombé dans le domaine public, cette personne en Chine s'est lancée dessus, a mis quand même 10 ans à réaliser une culture et y arriver. Et puis nous, on est arrivé on va dire dans le sillage quelques années derrière. Donc on est reparti d'une base complètement neutre, vide, c'est-à-dire qu'on a recherché justement ce brevet de cette personne qui était aux États-Unis, qui avait déjà fait quelques recherches, et aussi communiqué un peu avec cette personne en Chine qui était un petit peu avant-gardiste sur la culture. Et puis de fil en aiguille, voilà, on a commencé à faire beaucoup de tests. Donc les premiers tests, ça a été de trouver ce qui pouvait faire pousser la maurie, donc c'est-à-dire déjà arriver à acclimater tout ce qu'il faut, c'est-à-dire créer un ombrage naturel comme si on était en forêt, l'humidité, et puis découvrir surtout les variétés et les souches de maurie, comment elles fonctionnaient biologiquement parlant. Donc c'est quelque chose qui a duré beaucoup d'années avec énormément d'échecs, hein. On a pleuré plusieurs fois, ça a été très difficile. Et puis depuis maintenant 6 ou 7 ans, c'est quelque chose qui se stabilise. On a découvert, on va dire, les prémices de la culture, comment la faire fonctionner. Donc c'était des rendements très bas au départ, c'est-à-dire quelques morilles qui sortaient sur 1 mètre carré. Et donc nous, il fallait qu'on vérifie qu'économiquement, on pouvait monter un projet dessus et faire en sorte que ce soit quelque chose de rentable, que ce soit pour des producteurs, des agriculteurs ou même pour nous-mêmes. Et puis également savoir si le produit en lui-même était assez incroyable, c'est-à-dire qu'il ait un goût gustatif assez fou pour que ça puisse convaincre aussi les restaurateurs. Donc la première étape qu'on a fait après les premières nourrices, c'est de les emmener chez un restaurateur étoilé que j'avais déjà la chance de connaître avant ça. Et donc on a fait une dégustation à l'aveugle. Donc ça s'est passé avec 3 chefs étoilés, avec des variétés de Maury qui ont été importées de Chine, des variétés fraîches ramassées, et puis les nôtres. Et donc à l'aveugle, effectivement, ça a été à l'unanimité, et notre produit est sorti comme quelque chose d'assez incroyable, avec un goût gustatif extraordinaire, et puis surtout une maîtrise de la qualité, c'est-à-dire que par rapport à des ramasseurs traditionnels, on a la chance d'avoir des Maury qui ne sont pas atteintes par différentes, que ce soit des limaces, etc. Donc voilà, un produit qui est assez parfait pour correspondre à la restauration de luxe. Donc on s'est un petit peu dans le schéma, donc on s'est dit bon très bien, super, on va se lancer dans une plus grosse production, et puis on va surtout essayer d'augmenter le rendement au mètre carré, c'était la chose la plus importante pour nous. Voilà, sachant que nous on est basé en Savoie et Haute-Savoie, et que c'est assez difficile pour nous de décrocher assez facilement des terrains qu'on puisse cultiver, sachant qu'on n'était pas agriculteur d'origine, avec la SAFER, etc. Donc c'est un petit peu complexe. Donc on a passé pas mal d'années à essayer justement de faire exploser le rendement de morilles au même mètre carré pour éviter de retrouver plusieurs terrains. Donc c'est chose faite maintenant depuis quelques années, c'est-à-dire qu'on a des rendements qui sont très intéressants, on a des choses qui sont au minimum à peu près à 500 grammes mètre carré, voilà, avec une valorisation à 100 € le kilo frais hors taxes rendu au restaurateur. Et donc une fois qu'on a réussi à faire ça, on a essayé d'agrandir, on va dire, la production. La chose commerciale, la petite bêtise que j'ai fait, c'est que je me suis amusé à contacter tous les restaurateurs étoilés de France, et ils ont presque tous répondu. Donc à partir de ce moment-là, on s'est retrouvé avec un carnet d'adresses de restaurateurs étoilés qui en voulaient. On était complètement incapable d'assumer la commande. C'est-à-dire, pour vous donner un ordre d'idée, à l'heure d'aujourd'hui, on produit à peu près, donc nous, plus ce que j'appelle collaborateurs, c'est-à-dire peut-être vous, futurs producteurs, etc., 3 à 5 tonnes annuelles. On a une demande par téléphone, c'est vrai que les restaurateurs sont très bouche à oreille, qui est environ de 17 à 25 tonnes, et on estime le marché au moins sur 180 tonnes de frais par saison, par année. Voilà, donc on est vraiment au final au balbutiement de ce marché. Et le principal problème qu'on a, c'est qu'on n'arrive pas du tout à en produire assez. Et même si on avait décidé, nous, en interne, de faire une énorme production comme ça représenterait une centaine d'hectares avec 20 000 saisonniers employés, donc quelque chose qui est strictement impossible dans notre région. Et puis c'est vrai qu'on a bien vu un petit peu l'engouement qui se passait autour de la morue, le fait que ça se cultive. Donc pendant des années, on a entendu c'est strictement impossible, c'est des montages photos, etc. Et puis au fur et à mesure, on a réussi à créer un petit peu une communauté et puis à rentrer en collaboration avec d'autres agriculteurs qui sont lancés à nos côtés. Donc vraiment le but, voilà, ça a été de dire tiens, on va essayer de proposer notre savoir-faire
au plus grand nombre et de créer, donc, on va dire, un réseau de producteurs et de collaborateurs où on puisse enfin fournir la demande qui est demandée par les restaurateurs en France. Alors depuis, ça a été encore beaucoup plus loin, c'est-à-dire que les restaurateurs étoilés ont parlé aux restaurateurs qui ne sont pas étoilés. Et en fait, on se retrouve avec un carnet d'adresses actuel qui est à peu près de 1200 restaurateurs, alors que ça fait 4-5 ans qu'on en fournit à peu près seulement 50, quoi. Donc on est vraiment, vraiment au balbutiement de ce marché. Et donc notre principal intérêt maintenant, c'est de partager notre savoir-faire. Donc tout ce qu'on a fait, bien sûr, est sous brevet, dont on en parlera juste après. Et donc le but, voilà, c'est de créer vraiment un réseau de production pour arriver à répondre à cette demande et puis assumer voilà, tout ce qu'il y a comme demande sur le marché français. Donc après avoir fait nos différents tests de culture de nori, donc là on va partir un petit peu du côté agriculture. Donc au départ, la technique d'origine qu'on a pu apprendre avec quelques personnes qui vivaient en Chine, c'est qu'ils appelaient ça un semis à la volée. Donc en fait, la base est assez simple, c'est-à-dire qu'on prend du blé bio stérilisé, qui nous servira de support, un substrat, où nous, on va venir injecter notre mycélium qu'on crée en laboratoire derrière. Et donc le but, c'était d'arriver à faire le maximum de rendement, sauf que cette technique est un petit peu archaïque, c'est-à-dire qu'on se retrouvait à semer directement comme ça le mycélium en serre. Et le problème principal qu'on ait, c'est que le mycélium de Mori dans la nature, c'est toujours un des plus faibles. Donc peut-être pour les ramasseurs qui sont présents ou qui connaissent des ramasseurs de Mori, souvent les gens ont un petit spot de Mori qui est assez sympa où ils ont des Mori. L'année suivante, il a disparu, ou pendant 2 ans, il n'y en a pas, ou alors il s'est déplacé. Et donc en fait, ça c'est simplement que le mycélium de Mori dans la nature, c'est vraiment un des plus faibles, et c'est une compétition permanente entre tous les mycéliums et toutes les bactéries qui puissent exister en extérieur. Le problème que ça nous a posé, numéro un technique, c'est-à-dire qu'on plantait une serre, on avait la moitié, on avait de magnifiques Mori, donc on arrivait déjà sur des rendements qui étaient assez sympathiques il y a 6-7 ans en arrière, de 200 grammes par mètre carré, mais on pouvait très bien avoir la moitié de la serre où il n'y avait pas une seule Mori qui poussait. Donc là, effectivement, dans un intérêt économique, on va dire, de production, on avait un énorme problème, et donc on a cherché quelques années, et donc on a développé ce qu'on appelle un PODS. Donc c'est un pot en céramique, en fait, qui a, on va dire, une épaisseur assez particulière, une cuisson assez spéciale, qui fait qu'en fait, elle travaille vraiment avec le sol, c'est de la terracotta. Donc c'est-à-dire que si, imaginons, on est un terrain en surplus d'eau, elle peut évacuer son surplus d'eau. Si à l'inverse c'est trop sec, elle peut en aspirer, mais surtout, on protège ce mycélium encapsulé, et donc on n'a pas le problème des bactéries ou des autres mycéliums qui attaquent. Voilà ce pod, ce qu'on verra tout à l'heure après dans le document un peu plus loin, avec sa forme. Le but est d'en mettre 3 au mètre carré. Voilà, et en fait, on va avoir directement en fait, un mycélium qui va se recomposer dans son pot sous terre, avec un opercule supérieur qui est légèrement ouvert. Et donc, on va avoir un mycélium qui sort. Et le but, en fait, c'est que tout ce réseau de pods s'interconnecte, ce qui fait qu'on a un réseau mycélien qui est hyper puissant sur l'entièreté de la serre. Et donc, dans ce cas-là, on n'a plus de problème, justement, voilà, de bactéries et de mycélium. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on a mis en place, qui est très stable. On a beaucoup d'agriculteurs en France qui se lancent. Alors il y a différentes, on va dire, manières de se lancer. On propose aussi, parce qu'on a eu beaucoup de particuliers qui, par exemple, beaucoup de personnes qui ne peuvent plus malheureusement monter dans les forêts, ramasser leurs petites morilles comme ils avaient l'habitude. Donc on a fait 2 choses. On a développé un petit kit au jardin, c'est-à-dire qu'on peut cultiver 1 mètre, 3 mètres, 5 mètres, 10 mètres carrés dans son jardin et ramasser ses propres morilles. Mais on peut aussi se lancer sur des cultures qui sont plus grandes, et c'est notre intérêt à nous surtout, et de pouvoir développer ce grand marché, quoi. Alors si maintenant Aurélie tu veux bien et tu peux balancer un petit peu le petit document que je t'ai transmis. Alors là le document qu'on va voir c'est un petit peu on appelle ça le guide de culture, donc c'est la chose qu'on fournit à tous les producteurs professionnels qui nous accompagnent. Voilà, c'est quelque chose qui fait une petite 40aine de pages, et puis on peut avoir différents aspects et surtout tous les moments techniques de la culture. Donc si on peut descendre un tout petit peu. Voilà. Donc voilà, on va avoir vraiment plusieurs phases qui sont dans le document. Donc voilà, on reprend un petit peu tout, hein, ce qu'on va parler au fur et à mesure, mais là il y a quelque chose de plus détaillé, pardon, il ne faudra pas hésiter à se le partager entre vous et faire une petite relecture. Voilà, on a essayé de faire quelque chose point à point qui est assez pratique. Parce que là, c'est vrai que vous allez avoir beaucoup d'informations, ça sort vraiment de l'ordinaire et c'est des fois loin de l'agriculture, mais point par point, en fait, c'est quelque chose d'assez simple à mettre en place et qui est assez court. Donc pour expliquer un petit peu, donc la culture de Mori, la plantation de la semence se passe à l'automne. Donc actuellement, nous, ce qu'on est en train de faire, et aussi avec nos producteurs, donc c'est-à-dire que nous, on fournit directement la semence de Mori, qu'on plante chacun dans nos départements et nos régions selon les températures. Donc le but recherché est d'avoir des températures, super, on a tout ce qu'il faut là-dessus, d'avoir des températures qui sont sous les 20 degrés. Voilà, simplement parce que le mycélium de Mori, en fait, brûle si jamais il fait trop chaud. Et ne pas avoir trop froid pour que le mycélium ait le temps aussi de se développer et prendre possession du terrain pour pouvoir créer ses futurs morilles au printemps. Donc les phases sont assez simples, hein. La plantation en général se fait en 1 ou 2 semaines. Nous de notre côté, on étudie votre météo chez vous pour savoir le meilleur moment d'implantation. Et à partir du moment où on sait le moment d'implantation, vous êtes bien sûr prévenu et on vous envoie tout ce qu'il faut pour pouvoir réaliser la culture.
Et à partir de ce moment-là, donc il suffit simplement, alors je ne sais pas si on peut descendre un petit peu, Aurélie, où on voit une image éventuelle du pods avec le mycélium, peut-être un peu plus bas. Voilà, donc là on voit un modèle de serre, on reviendra peut-être dessus plus tard. Pareil pour là, est-ce qu'on va avoir un petit pot encore? Hop, c'est pas mal. Alors désolé, hein, j'ai pas la main mise sur le document, je suis pas très bon en informatique, c'est pas ma spécialité. Hop, pardon, ça c'est moi qui dors dans les morilles. Si vous pouvez remonter un petit peu, et voir une photo où on voit un pods. Bon, on n'a peut-être pas la photo originale du pods. Difficile à dire. Je me permets 2 secondes, hein, comme ça je fais un petit coup d'œil en même temps sur le doc que j'ai de mon côté. Comme ça, si je peux trouver la bonne page, ce sera beaucoup plus simple d'avoir quand même un visuel. Alors Aurélie, si vous pouvez aller sur la page 43 éventuellement, on voit un petit peu la photo du pods. La dernière page. Ça peut marcher avec des pots en terre et une assiette dessus, c'est le même principe. Alors malheureusement non. C'est vrai que la terracotta en fait elle a vraiment un millimètre et une cuisson un peu spécifique. Ah, c'est pas pour des Euh, pots en terre. voilà, alors on pourrait dire souvent que ça rappelle un petit peu le Hoya pour ceux qui connaissent. Justement, il y en a certains un petit peu le jardin avec ça. Donc on n'est pas très loin d'Oloya, mais c'est vrai que voilà, on a beaucoup de personnes qui ont voulu bien évidemment essayer avec la semence directement dans des pots en terre et une assiette. Malheureusement, on va avoir voilà, beaucoup d'eau qui va s'infiltrer dedans, et puis une facilité où en fait on va avoir de nouveaux moisissures qui vont apparaître, donc d'autres mycéliums, etc., qui peuvent s'implanter dedans. Donc voilà, c'est quand même quelque chose d'assez spécifique, hein. On a passé beaucoup d'années pour arriver à résoudre ce problème-là, et bien évidemment, on a essayé aussi avec les pots en terre cuite. On a pu trouver un petit peu de partout. Et malheureusement, on aurait aimé trouver assez facilement, mais voilà, c'est quelque chose qui est assez spécifique. Donc là, on peut voir sur la photo, donc voilà un petit peu le Juste pods. Virginie, Alors, excusez-moi, parce que Virginie m'a mis un message en disant qu'il ne voyait pas le document. Est-ce que tu le vois ah, maintenant? Est-ce que les autres, vous le voyez? alors, Vous, ça marche? Euh, Jean-Philippe, ça marche aussi? Tu vois le document? Et là, ça marche mieux pour toi, Virginie, ou pas? Tu ne vois pas le document? Ce que je vais faire, là, Là, je crois que c'est OK. ok, ça marche. Bon, bah parfait. Voilà, on t'entend pas du tout, Virginie. Merci. Ah si, ça y est, ça marche, on t'entend. Ok, bon, on continue, c'est bon pour toi? Ouais, le son est très mauvais, on comprend pas ce que tu dis. Ouais. Moi non plus, je vous attends pas bien. Ce que je fais dans tous les cas, c'est que je vais vous l'envoyer par mail, le document, comme ça vous pouvez suivre en parallèle. On vous dira à quelle page on en est pour, voilà, si jamais tu n'arrives super. pas, voilà, je te le transfère tout de suite par mail. C'est bon. On peut continuer du coup. Bon, super. Donc voilà le PODS en fait. Donc ça c'est une ancienne version, c'est-à-dire qu'on appelait ça le PODS. Donc au départ c'est le contenant justement qui protège le mycélium. Alors maintenant on est sur des versions qu'on appelle PODS Pro qui sont beaucoup plus petits parce que avec nos recherches qu'on a fait les dernières années, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas besoin d'encapsuler un maximum de semences pour faire un maximum de morilles, mais d'avoir un itinéraire culture qui était plutôt très fin et très précis pour exactement faire le même rendement. Donc là la version qu'on voit c'est l'ancienne version. Maintenant on est sur des choses qui sont 3 fois plus petites. Donc ce qui a un intérêt économique un petit peu pour tout le monde, c'est-à-dire autant nous pour pouvoir le volume à créer, mais aussi pour vous pour faire une économie éventuelle sur les semences, les pots, etc. Et donc avoir un investissement moindre pour tomber plus rapidement sur ses pattes. Voilà, donc le but est d'avoir justement ce pod, donc tout ce qu'on fournit, c'est-à-dire matériel qui peut vous intéresser. Alors pour l'agriculture, il faut savoir que si par exemple vous êtes déjà équipé de tunnels galvanisés, etc., on a les rouleaux de voiles d'ombrage
75 et 83% qu'on peut directement dérouler et installer sur une serre. Voilà, sachant que le but est d'ombrager la forêt, enfin d'ombrager comme une forêt, d'être dans un milieu de sous-bois, ce qui permet une bonne croissance de la morille. S'il y avait trop de soleil, ça brûlerait la morille. S'il n'y en aurait pas assez, il y aurait d'autres décompositeurs de champignons qui rentreraient en compte et qui tueraient simplement le mycélium de morille. Voilà. Et sinon, on a un autre modèle pour ceux qui démarrent et qui n'ont pas forcément, ou qui ont déjà des cultures et qui ont besoin d'ortunnelles, où on a un modèle qui s'appelle la serre flex, qu'on peut voir un petit peu plus bas. Donc, je vais en profiter pour vous dire la page. On peut la voir sur une des premières pages. On peut la voir sur la page 19. Voilà, celle-ci aussi. Alors, la page 19, peut-être qu'on a un petit peu plus. Voilà, celle-là, elle est très bien. Voilà. Donc ça, c'est le tunnel actuel que nous, on utilise. Alors nous, étant Savoie de Savoie, on a eu d'énormes problèmes, tout ce qui est lié à la neige, etc. On n'était pas d'agriculture au départ, donc il a fallu qu'on s'habitue un petit peu. Et c'est là on a compris que l'agriculture était un peu dépendante de la nature. Donc au départ, on a acheté des serres galvanisées et on a un petit problème, c'est que ce filet d'ombrage retient la neige et la pluie. Et donc on s'est retrouvé à exploser toutes nos serres au fur et à mesure sur nos premières années de culture. Donc du coup, on a décidé de créer un modèle qu'on a appelé Serflex. Alors on a un petit peu piqué le modèle de la tente qui tue à 2 secondes, si vous connaissez, qu'on utilise au camping. Et donc son but en fait, c'est que ce soit quelque chose de flexible et que plutôt que de lutter contre les éléments, on puisse les utiliser à notre avantage et que ça évite de tout casser. Donc le but de cette serre en fait, c'est d'avoir un tunnel qui représente 100 mètres carrés de culture. Donc elle fait 120 mètres carrés et on cultive 100 mètres carrés dessous. Voilà, comme on peut voir sur la photo de droite. Et donc voilà, on recrée en fait tout ce qui se passe dans la forêt, que ce soit au niveau humidité et luminosité, pour que justement la semence et les futures morilles puissent bien se développer au fur et à mesure. Alors on va essayer de voir une autre petite page où on va rentrer vraiment dans le mycélium. On voit un petit peu. On peut peut-être aller la page juste en dessous, la page 24. On voit le mycélium, à quoi ça ressemble. Voilà, donc ça, c'est le substrat que je vous parlais. Donc c'est une base de blé bio simplement, où on vient injecter notre mycélium dedans, qui se développe. Donc là, on peut voir, on appelle ça des ifs, c'est des petits poils blancs. On est très près d'une vieille grange qui moisit, avec un pan de mur plein d'eau qui moisit. Donc voilà, le but, c'est d'entretenir cette moisissure et de la développer au mieux pour qu'elle nous fasse un maximum de morilles. Voilà, ça, c'est des sacs que vous recevez justement au bon moment de la saison pour les planter. Et donc, quand vous recevez, vous n'avez plus qu'à encapsuler ce mycélium et ces graines directement dans le pods et de le mettre sous terre. Donc pour le mettre sous terre, il y a une petite particularité technique qui est très importante, c'est qu'on fait toujours des buts un petit peu surélevés. Donc ça doit être la page juste en dessous, ça doit être la 25 ou 26. Alors, voilà, donc là on peut voir, voilà, alors les petits buts, voilà, un petit peu le travail de sol qu'on fait, c'est quelque chose en fait de très grossier. Le but est de ne pas avoir une terre trop affinée. Le mycélium en fait aime se développer quand il va sortir du pod et commencer à proliférer sur toute la zone, aime avoir des problèmes en fait, aime être contraint à faire des choses. Et donc voilà, un travail très grossier avec une terre qui peut faire, voilà, des boulets de terre qui peuvent faire la taille d'une balle de golf. Voilà, quelque chose de très grossier et surtout très humide. Alors, un intérêt particulier, c'est de surélever la petite bulle. Donc, comme on peut voir là, on a à peu près un canot qui a une vingtaine de centimètres de différence. Et le but, voilà, est d'avoir une grosse hygrométrie au moment où on va implanter ça. Et l'intérêt de cette bulle, c'est en fait, ça va être au printemps. Le but, c'est qu'il y ait un échange, exactement ce qui se passe dans la nature, entre le printemps qui arrive, donc des chaleurs qui commencent à arriver, un très gros taux d'humidité qui est présent. Et à ce moment-là, avec le peu d'huminosité qu'on a besoin, ça déclenche ce qu'on appelle des primordiales. Donc, c'est des bébés morilles. On va chercher la page juste après, on voit un petit peu la présentation. Donc on peut aller peut-être sur la page 32 pour commencer. Voilà. Donc là on voit exactement le mycélium, comment il se développe. Voilà. Donc comme je vous disais, sur la photo de droite, c'est une raison de 3 pods par mètre carré. Donc c'est quelque chose qui est assez rapide, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous le plantez, en 4-5 jours, le mycélium se reforme dedans. Il va essayer de sortir par l'opercule supérieur et après il va essayer de proliférer le plus rapidement pour aller rejoindre ses frères et sœurs qui sont autour et s'interconnecter entre eux pour avoir ce réseau mycélien très costaud, quoi. Voilà, donc là on voit bien les ifs, donc c'est simplement des poils de mycélium qui se développent. Et donc son but, c'est d'avoir une propagation sur une petite dizaine de jours qui aille le plus loin possible. Une fois qu'on sera passé par cette étape, on va arriver forcément à des températures qui sont un peu plus basses. On sera dans une période hivernale. Donc pour vous donner un exemple, nous en Savoie et Haute-Savoie, on est en train de planter actuellement. Donc ça se réalise au 15 octobre. Et pour les régions qui sont les plus chaudes, en allant par exemple jusqu'à Narbonne, ça peut aller jusqu'à vraiment début décembre pour pouvoir planter. Voilà, la récolte se fait en général, on va dire, entre mars, avril et mai aussi, selon les départements. Donc c'est quand même une culture qui est assez courte. Et l'avantage que ça peut être justement pour ceux du monde de l'agriculture comme vous, c'est d'avoir une diversification qui n'est pas obligée d'impacter les cultures que vous aviez jusqu'à maintenant. Voilà, donc faire vraiment quelque chose d'hivernal. Et une fois que c'est fini, vous pouvez reprendre derrière vos différentes cultures. Et même sous le même tunnel, voilà, il n'y aura pas de problème par rapport au mycélium, le fait qu'il est grandi dans la serre. Il ne va pas poser de problème ni aux légumineux, ni au mycélium de morille.
À partir de ce moment-là, quand on a un bon mycélium comme ça, il y a une deuxième étape qui est très importante, c'est qu'on va poser en fait des sacs de nutrition. Donc ça va être encore la même base, ça va être un substrat qui va être du grain de blé bio stérilisé, qu'on va avoir en petits sacs. Alors on doit pouvoir le voir peut-être juste à la suite. Voilà, juste 2 pages suivantes. Voilà, donc là on voit le sac dessus. Et donc en fait au bout de 10 jours, ce mycélium qui est sorti de votre pods, son intérêt c'est de s'étendre le plus rapidement possible. Là on pourra avoir un désavantage, c'est-à-dire que le mycélium il va vraiment manger tous les nutriments qui est possible dans votre sol, et donc l'appauvrir assez rapidement. Et nous on ne veut pas avoir des jachères, ça fait 8 ans qu'on est sur le même terrain et on ne voulait pas laisser le terrain en jachère. Donc en fait on met un relais nutritif, donc c'est un sac blé stérilisé, bio. Et le but en fait est juste de venir le déposer au-dessus de l'auréole de mycélium que vous avez pu voir précédemment, de percer simplement dessous et de le poser sur le mycélium. À partir de ce moment-là, en 3 jours, le mycélium va se connecter dans le sac de blé, va commencer à consommer tous les lipides et tout ce qu'il a besoin. Et donc, en fait, il va surfer sur votre parcelle de terrain. Pour lui, ce sera un milieu pauvre comparé au sac de nutrition qu'il a. Et donc, on ne va pas perdre de la matière organique, on ne va pas perdre des nutriments dans le sol. Et le mycélium va aller très très vite parce qu'il y a voilà, pas meilleure nutrition pour lui qui est adapté à ce niveau-là, quoi. À partir de ce moment-là, on peut voir également sur cette photo que par exemple au centre, on a l'auréole de mycélium qui commence un petit peu à disparaître, qui devient un petit peu cuivré. Donc ça, voilà, c'est son côté naturel. C'est là où quand on a tout planté et qui s'est passé, on va dire, une vingtaine de jours après avoir posé la nutrition, on n'a strictement rien à faire, hein. C'est vraiment quelque chose de naturel. Donc le mycélium va ressentir le froid, il va commencer à descendre dans le sol. Toute la partie supérieure blanche qu'on voit va commencer à prendre une petite couleur cuivrée. Et donc en fait, simplement le mycélium en descendant dans le sol, par le froid, va commencer à créer ce qu'on appelle des sclérotes. Alors les sclérotes, c'est des boules de poils qui vont se mettre dans le sol pour se protéger de l'effet hivernal. Et donc c'est ces sclérotes-là qui vont représenter derrière le nombre d'individus de morilles qui vont se développer par rapport à la plantation. Donc voilà, pendant l'hiver, qu'il fasse moins 18 degrés, moins 4, moins 2, que ce soit détrempé, hors inondation bien évidemment, ou que ce soit sec, on n'a aucun intérêt, on n'a pas besoin d'agir directement sur la culture, on a juste besoin d'attendre les chaleurs printanières. Et donc c'est là où on va arriver à la deuxième étape quand on arrive au printemps. Et donc c'est celle-ci qui est un petit peu plus fine. Donc c'est-à-dire que quand on commence à avoir des journées qui sont assez sympathiques, on peut avoir du 5 degrés, du 8 degrés, on sent que ça commence à être pas mal. Si on a la chance que Mère Nature nous ait donné largement assez d'eau et donc on ait un RH, un niveau d'hydrométrie très élevé en serre, donc presque à 95%, hein, quelque chose de très très humide, très gras, où si on rentrait avec la botte, on aurait envie de glisser dedans. Et si c'est pas le cas, justement, d'avoir un système d'irrigation assez conséquent pour pouvoir humidifier cette terre, et ce qui va permettre justement d'avoir le déclenchement grâce à la chaleur et à la lumière également, quoi. Alors on va essayer de trouver la page où on voit les petites morilles apparaître qu'on appelle primordia. Alors si on peut descendre juste de une ou deux pages vers la 37, donc là voilà, on voit la formation des sclérotes. Voilà, là c'est vraiment le système pendant l'hiver. Tout devient cuivé, tout le mycélium est descendu directement dans le sol. Et si on descend juste à la photo 40, juste en dessous, voilà. Donc là, on a à gauche ce qu'on appelle une primordia. Donc là, c'est vraiment. Alors, c'est assez dur, c'est assez difficile à percevoir, mais c'est vraiment l'effet entre la chaleur qui va tomber directement sur votre serre, qui va faire chauffer votre tunnel, et l'eau qui va vouloir évapotranspirer du sol, qui fait que ça crée cette primordia, cette morille qui est attirée directement par le haut et qui va se créer. Et comme on peut voir sur la photo de droite, on en a des dizaines de milliers qui peuvent apparaître sur la même zone, c'est-à-dire à peine sur 30 cm². Voilà, donc quand on en est là, on sait qu'on va avoir plein de morilles au printemps, c'est génial. La seule difficulté, c'est d'essayer d'en se conserver le plus possible. Alors à savoir que même quand il y en a des dizaines de milliers ou des milliers comme ça par mètre carré, c'est un réseau assez intelligent, j'appelle ça un réseau militaire, c'est-à-dire que l'espace entier de votre serre, c'est rebouté comme un seul réseau. Chaque pod n'est pas individuel, mais c'est quelque chose qui fonctionne ensemble. Et donc on va dire l'énergie, la synergie du réseau fonctionne tout ensemble. C'est-à-dire que si par exemple vous glissez dans la serre et vous écrasez une partie des serres, les morilles ici ne pousseront pas, mais l'énergie du réseau toujours présente, elles seront redistribuées ailleurs. Donc il va se passer plusieurs choses. Vous allez avoir un début de fructification, donc d'apparition de morilles qui va être comme ça. Et le but, c'est de les élever à 1 ou 2 cm pour qu'elles soient assez grandes et qu'on puisse avoir apparaître l'entièreté des morilles qui sont en train d'arriver. Et puis après, on va avoir une notion très importante, c'est d'essayer de garder l'hygrométrie dans la serre à environ à 80%. Donc on part à 95% quand elles apparaissent. Tout doucement, l'humidité se retire au fur et à mesure. Et le but, c'est de conserver cette humidité vers 80% pour qu'on puisse avoir les morilles qui assèchent et qui grandissent de plus en plus. La récolte de morilles est assez rapide quand même, hein, c'est-à-dire qu'entre les premières que vous allez voir, comme sur la petite photo de droite, et la dernière que vous allez ramasser, il va se passer environ 3, 4, maximum 5 semaines. Voilà, sachant que dit qu'on a des températures qui retombent dans le froid, la morille ralentit sa croissance. Dit qu'elle a les températures parfaites, elle continue à grandir. Donc c'est vraiment un petit cycle naturel où en fait on n'a pas grand-chose à agir à part les surveiller et gérer l'humidité. Et le but voilà, est de les ramasser à leur maturité. Alors on va essayer de trouver des photos assez matures qui sont un peu plus basses. Alors voilà, là on voit des primordias sur le côté gauche.
Donc là, c'est quand elles ont grandi un petit peu, hein, primordia qui mesure, on va dire, entre 0,5 cm et 2 cm. Voilà, et donc le but, c'est d'arriver à un résultat comme sur la photo de droite, où on voit strictement plus le sol et c'est plein de morilles, quoi. Si on descend un petit peu encore en dessous, on va tomber sur moi et mon associé qui coupons les morilles. Voilà. Voilà, donc le but c'est d'avoir des différentes variétés de morilles. Donc on a 100% de variétés de morilles françaises. On s'amuse à essayer de sélectionner des variétés dans les forêts. Donc c'est un côté biologique qui est très complexe pour nous, mais nous on gère ça pour tout le monde. Voilà. Et puis c'est d'avoir plusieurs variétés qui s'adaptent à plusieurs milieux. Donc voilà, que ce soit un milieu sablonneux, un milieu différent, voilà, toutes sortes de terres. Donc on arrive à s'adapter sur toutes sortes de terres. On met les souches qui sont faites pour cet endroit-là. Voilà. Et donc le but après à ce moment-là, ça va être de ramasser la morille au summum de sa maturité. Donc ça c'est quelque chose qu'on pourrait voir au fur et à mesure ensemble ensuite pendant des cultures. Mais le but voilà, c'est d'avoir des alvéoles de morille, donc pour les connaisseurs qui sont assez ouvertes, voilà, qui se développent bien. Et donc le but est de ne pas les ramasser trop tôt, puisqu'une morille, par exemple, en l'espace d'une nuit, avec une baie de pluie, peut presque doubler de taille. Donc pendant très longtemps, ça va végéter, et puis d'un coup, ça va doubler. Donc le but est de ne pas les ramasser trop petites, puisqu'effectivement, une morille qui faisait 5 grammes qu'on a ramassé et qui doit en faire 25, on divise par 5 forcément le rendement des morilles. Voilà, donc le but est d'atteindre toujours, on va dire, entre 500 et 800 grammes au mètre carré. Donc pour le tunnel que je parlais tout à l'heure, le but est de faire 50 à 80 kg par serre. Quand je dis 50, c'est la première année de culture, c'est-à-dire qu'on sera toujours là, nous, pour essayer d'accompagner. Voilà, notre but n'est pas d'être semencier, mais de trouver des producteurs qui nous accompagnent, parce qu'effectivement, les restaurateurs sont bien trop nombreux pour nous. Donc, voilà, on a vraiment une idée de collaboration pour pouvoir développer ça et que tout le monde arrive à retomber rapidement sur son investissement, mais surtout créer un nouveau réseau de morilles à distribuer. Voilà. Et donc le but est de faire la première année, on va dire, une cinquantaine de kilos par serre, et puis avec les petits réglages naturels qui viendront avec les problèmes que vous aurez sûrement en première année, arriver rapidement à des rendements qui passent à peu près à 800 grammes mètre carré. Économiquement parlant, c'est quelque chose quand même de très intéressant. Les restaurateurs sont très friands, il n'y a personne qui râle pour le prix, c'est très important. On lance à quand même une centaine d'euros le kilo hors taxe et hors frais de livraison, alors que la moyenne d'importation est à peu près une soixantaine d'euros le kilo. Il me semble peut-être avoir eu un refus d'un restaurateur pour le prix en l'espace de 6 ou 7 ans, donc c'est quand même très peu. Là où il râle le plus, c'est qu'il n'y a pas assez de morille, quoi. Donc c'est une dispute non-stop entre eux pour en avoir un maximum. Voilà, et c'est là où on peut valoriser notre produit au mieux également. Petite étape suivante, il y a la ramasse des morilles. Ce qu'ils aiment beaucoup, c'est la morille extra fraîche. Donc nous, par exemple, on travaille avec la branche de la Poste qui est Chronofresh, où en fait, on a nos saisonniers qui ramassent les morilles de 6h à 11h du matin. On a bien évidemment prévendu les morilles depuis très très longtemps avec la demande qu'ils ont. Et donc simplement, en fait, on colle des bons d'expédition, on remplit les boîtes, et donc elles partent quelques jours après la coupe, et elles sont le lendemain avant midi chez les restaurateurs. Donc là, ça leur permet d'avoir un produit extra frais comme ils n'ont jamais vu. Et c'est ce qui leur fait pousser des petits cris et qui fait qu'ils sont heureux, que ce marché au balbutiement, mais qui est en train de s'agrandir, quoi. Donc voilà un petit peu pour la petite histoire généralisée, on va dire, donc, avec nous ce qu'on a créé de notre côté, et puis ce qu'on essaye de créer avec le réseau de producteurs. Voilà, qu'est-ce qu'on pourrait évoquer d'autre qui peut être important? Tac, 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 j'en jette un petit coup d'œil. Voilà, donc ouais, pour reprendre un petit peu ce qu'on disait, on arrive à s'adapter à peu près sur tous les sols. Il faut gérer l'humidité surtout et les températures. Et la chose qui va être plus difficile, c'est surtout toujours partir d'une analyse de sol, puisque nous, les variétés qu'on utilise, alors c'est très important aussi, voilà, il faut savoir que dans la nature, il y a deux variétés de morilles qui sont prépondérantes. Il y en a une qui est symbiotique, donc qui fonctionne exactement comme la truffe, qui a un hôte et qui fonctionne avec des arbres, et l'autre qui est saprophyte, donc elle est là pour décomposer bois mort, etc., qui sont en extérieur. Malheureusement, on n'arrive pas à créer une symbiose avec des arbres, malgré des années de recherche, c'est pas possible. Et donc nous, on cherche justement cette variété saprophyte. Donc c'est celle-ci qui nous permet de créer la culture directement. Également, toutes les variétés de morilles qu'on utilise sont toujours des coniques noirs. Alors là, même s'ils sont un petit peu clairs sur la photo, comme on peut voir, c'est l'ombrage qui va changer un petit peu la couleur. Mais c'est pareil, biologiquement, la morille blonde, on n'arrive pas à la cultiver. Mais c'est pas le plus grand souci, puisque de toute façon, les restaurateurs préfèrent la conique noire parce qu'elle a beaucoup plus de parfum. Donc l'un dans l'autre, c'était une belle chance dès le départ et ça nous avantage tous, quoi. Voilà pour ça. Et donc effectivement, voilà, on arrive à s'adapter à tous les sols, mais on a besoin d'un pH qui est quand même compris entre 7 et 8. Plus c'est acide, moins le mycélium se comporte bien dedans. Alors peut-être que pour certains ramasseurs de morilles, on pourrait dire, mais effectivement, moi j'ai toujours trouvé des morilles, par exemple, qui poussent sous des sapins. Alors, voilà, pour l'explication technique, effectivement, il y a des morilles qui poussent dans toutes les forêts, mais souvent le réseau mycélien, par exemple, qui est là depuis une décennie dans une zone de sapin, a réussi à s'acclimater à l'acidité qui se passe dans le terrain, et donc à créer quelque chose qui est assez difficile à représenter et qui fait qu'il arrive à se reproduire.
De là, les rendements sont forcément très faibles. Il peut y avoir quelques morilles comme beaucoup. Voilà. Mais bon, pour un bon départ, nous, on part toujours d'une analyse de sol assez complète. Donc voilà, effectivement, on recherche à savoir si le pH est équilibré, savoir le taux de matière organique qui est disponible dans le sol, regarder le rapport C sur N, si on est vraiment, par exemple, près d'un humus forestier ou quelque chose comme ça. Voilà, c'est vraiment la zone de base. Et une fois qu'on a un bon pH adapté, dans tous les cas, on a des morilles. Et après, voilà, le but, c'est d'en faire un maximum possible. Et justement, en gérant cette humidité, cette température. Voilà pour ce petit tour comme ça en première partie. Pour ce qui est du travail du sol, comme on a pu voir sur la photo, nous en général on passe la labour. Et puis après on a un petit coup de rotovator. Alors on aime bien ne pas trop s'embêter, c'est-à-dire qu'on humidifie le terrain à fond et on passe un coup de rotovator, comme ça c'est très gras, on a des belles boulettes de partout et on n'a pas besoin de travailler pendant des semaines. Et le fait d'avoir un terrain de travail très grossi aussi, ça va aider à ne pas avoir de l'impact qui peut au fur et à mesure voilà, compacter le sol et l'empêcher de s'aérer, et ce qui pourrait éventuellement gêner des futurs morilles de sortir. Si jamais il y a des terrains qui sont pleins de cailloux, choses comme ça, pas hésiter à utiliser des empireuses ou simplement nettoyer surtout la surface, que ce soit sous terre, c'est pas le problème, mais la surface, c'est vrai que j'aime bien dire qu'un endroit où il y a un caillou, c'est un endroit où il n'y aura pas de morille malheureusement parce que ça le gêne. Donc voilà, on va dire un petit peu pour le tour technique. Et puis je pense que maintenant on peut peut-être faire un échange parce que quand on donne beaucoup comme ça d'informations, je pense qu'il y a beaucoup de questions qui ressortent et puis c'est normal. Mathilde. On est obligé de le travailler le terrain s'il n'y a pas de cailloux, que c'est plat et qu'il y a de l'humus. Est-ce qu'il faut quand même retourner la terre? Alors pas du tout, hein. Si vous avez un magnifique humus forestier et que vous implantez un endroit qui est magnifique, nous aussi on est en train de travailler sur le fait de simplement bâcher le sol et d'essayer de ne pas refaire la labour. On essaie d'éviter ça aussi. Donc c'est tout à fait possible. À partir du moment où on a vraiment un terrain qui est très friable avec un humus qui est beau, une terre aérée et qu'on arrive juste à dessiner cette parcelle surélevée, aucun problème pour la culture, quoi. Vous bâchez le sol, c'est-à-dire? Alors là, oui, on a essayé de bâcher le Désherber? sol. Voilà, c'est vraiment pour éviter d'avoir justement toutes les plantes qui repoussent et qu'on soit obligé de raser 3 fois par an parce que ça pousse assez fort dans nos forêts. Voilà, mais le but est juste d'avoir un terrain nu prêt à la plantation avec une terre aérée légèrement surélevée sur une butte, quoi. Et la surélévation, elle est indispensable? Parce que du coup, Alors, sans travailler le sol, enfin, il faut quand même former les buts, quoi. voilà, alors on pourrait essayer de le faire sans, mais c'est assez dangereux. C'est-à-dire qu'on a un côté sécuritaire quand on le fait. Si jamais on a d'énormes pluies qui vont tomber pendant l'hiver, ça éviterait éventuellement qu'on ait une seule surface qui soit lessivée avec l'eau, qui puisse emporter le mycélium, donc des canaux qui puissent accueillir le surplus d'eau. Ça peut être aussi à l'inverse, si par exemple on a ces fameuses petites primordias qui naissent et que malheureusement il fait trop chaud et que le taux d'humidité descend trop vite, on peut simplement remplir les canaux d'eau et par capillarité ça va réhydrater la parcelle plutôt que de mouiller directement à la tête des primordias, ce qui pourrait légèrement les brûler et les empêcher d'avoir une croissance qui continue, quoi. Des buts de combien dans l'idéal? Pardon. Des buts de combien dans l'idéal? Au moins une quinzaine de centimètres surélevés. Voilà. Nous, on essaye toujours de faire du 25. En général, on n'y arrive pas trop. Donc voilà, on reste sur une surélévation d'une quinzaine de centimètres. Après, c'est vrai que là, chacun est un petit peu connaît, on va dire, un peu plus les spécificités de son terrain. Et donc, va s'adapter. C'est-à-dire que si vous n'avez jamais eu d'inondation pendant 20 ans, il n'y a peut-être pas besoin de s'embêter à faire quelque chose de 25 centimètres surélevé. Voilà. Mais en tout cas, il va y avoir vraiment aussi un échange qui est important, c'est-à-dire au printemps, entre justement la chaleur et l'évapotranspiration du sol. Donc là, ça va être pareil. Si jamais on avait une terre complète qui serait au même niveau, il faudrait que ce soit l'entièreté de votre parcelle qui se réchauffe dans le sol, donc une température qui va toucher les 8-9 degrés dans le sol, pour que tout se déclenche, alors que votre but, il va avoir des allers-retours, qui fait qu'en fait, ça va faire fructifier un maximum votre mycélium et qui sort un maximum d'individus de morilles pour la suite. Et au niveau du maintien de l'hygrométrie, du coup, vous irriguez, enfin, vous faites comment? C'est de l'aspersion, Alors, tout est utilisable, hein, on a essayé tous les moyens. Donc, c'est-à-dire que nous, vu qu'on a une serre flex, on ne met pas de système d'aspersion hauteur parce qu'on mettrait du surpoids sur la serre qui l'aiderait à se coucher. Mais on a déjà des producteurs qui utilisent des serres galvanisées cuisine. Donc, effectivement, ils ont un système d'asperceur qui est très pratique. Ce qui est très intéressant aussi, c'est d'avoir une pluie fine, pas quelque chose justement aussi qui va compacter et impacter le sol. Donc voilà, l'aspersion, c'est très bien aussi. Et puis, pour ceux qui ont des modèles comme nous ou qui n'ont pas d'aspersion, on a simplement des tuyaux pré-percés plats en fait, qu'on met dans les canaux. Qu'on branche en réseau et en fait avec une puissance de 3 bars comme le robinet de la maison, une fois que l'entièreté du réseau est gonflé, on a des mini-jets qui viennent simplement arroser tout doucement et délicatement la parcelle de terre. Alors à savoir quand même que c'est nous ces dernières années on n'a pas du tout beaucoup irrigué. Alors après nous c'est vrai qu'on est en Savoie et Haute-Savoie et on a des pluies diluviennes chaque année. Voilà, mais il y a vraiment on va dire 3 étapes très importantes, avoir le terrain très gras et très humide à la saison d'automne quand on plante. Pendant l'hiver, ça ne nous gêne pas. Et avoir à nouveau un terrain très gras au printemps quand on sent que c'est un petit peu les chaleurs printanières qui vont arriver et que ça va déclencher. Système d'irrigation qui peut suivre, c'est-à-dire que dans les 3 semaines, un mois où vous allez ramasser vos morilles, quand on arrive un petit peu vers la fin, donc on va dire les 20 derniers pourcents de morilles qui sont en train de sortir, on a quand même des températures qui peuvent vite aller à 20, 22, 24. Et donc là, pas hésiter justement à se servir de ça pour faire de la brumisation, simplement voilà, pour qu'on ait de l'humidité générale et qu'on puisse garder une certaine fraîcheur sous les serres, quoi.
Donc ça ne demande pas un énorme apport en eau. Voilà, et la gestion est quand même à 3 moments clés, mais pas plus que ça, quoi. Parce que du coup, vous, dans vos serres, c'est un voile en fait qui n'est pas imperméable. Donc l'eau de pluie pénètre, c'est ça? Voilà, c'est ça, tout à fait. Alors, on casse quand même, on va dire 70% de l'eau en discontinu qui tombe. On va quand même avoir un ruissellement et ça va perler un petit peu sur la serre. Mais on a quand même l'eau qui rentre aussi dedans. Alors, comme sur la photo, peut-être que vous avez vu tout à l'heure, on a vu la première serre, donc la serre qui est complètement ombragée. Mais il y a aussi dessous un petit tunnel nantais, qu'on appelle vulgairement tunnel nantais. Et dessous, en fait, on met un nœud de voile, donc on peut mettre style P30. Et le but, en fait, est de confiner le mycélium. Donc, elle est dans le noir. Ça nous permet aussi encore de mieux garder son humidité et donc aussi d'éviter s'il y a des pluies trop impactantes directement, voilà, pour affaisser le sol, quoi. Et cette particularité aussi là va être très importante, c'est-à-dire qu'au moment où on est en plein hiver, on va enlever ce deuxième petit voile qu'on a au sol pour remettre la serre directement en température comme à l'extérieur et ne pas faire un déclenchement comme peut-être vous avez dans certains départements et comme on a nous, c'est-à-dire un petit redout au mois de février, alors que c'est pas le moment d'avoir les morilles et derrière il va y avoir des gelées. Donc voilà, le fait de faire ça, on remet en température extérieure, on évite de déclencher les morilles à l'avance et puis comme ça on se sent assez à l'aise. Et puis dernière petite utilisation de ce filet nantais aussi. Donc ce voile P30 en fait on va gagner à peu près 4 ou 5 degrés de géothermie moyenne. Et ce qui est intéressant, c'est si jamais justement on a ces morilles qui se déclenchent, on essaye d'éviter ce qu'ont les problèmes dans les vignes, c'est-à-dire les bourgeons et que tout gèle parce qu'il y a un coup de gel. Et ben nous on a l'avantage que voilà, il suffit simplement de prendre le voile, de le remettre sur les petites tiges, on gagne 5 degrés géothermie et comme ça on ne fait pas mourir nos bourgeons, donc nos primordia sous les serres et on garde 100% des individus, quoi. Et l'eau pour l'irrigation, il faut qu'elle ait un pH spécial aussi. Alors, c'est assez ouvert, hein, c'est-à-dire qu'on peut avoir un pH voilà, qui peut être entre 7 à 8,3, 5 pour les plus durs qu'on ait eu. Effectivement, si on a des énormes puits de forage, pas hésiter quand on fait une analyse de sol, qu'on en parle à l'avance, savoir si l'eau est trop dure, etc., pour faire de la modification. Après, pas de spécificité en plus alors éviter l'eau qui a stagné, malheureusement, qui est en cuve, parce que là, on va développer des bactéries qu'on va lancer sur le mycélium, et alors là, c'est quelque chose qui n'est pas génial. Mais voilà, tout ce qui est puits, tout ce qui est branché directement en robinetterie, hein, même l'eau, voilà, le fait qu'il y ait du fluor, etc., on a déjà testé, ça n'a aucun impact sur la culture. Donc, on peut tester tout système d'eau, sauf voilà, eau qui a été laissée trop longtemps comme ça à stagner, quoi. J'avais une question. Et une fois que la récolte est faite, le mycélium, il meurt. Voilà, alors ça rejoint l'aspect technique qu'on parlait tout à l'heure. Malheureusement, il meurt. On aurait tellement aimé qu'il continue, donc comme ça, on planterait qu'une fois et on serait super heureux. Donc là, l'aspect technique, c'est que simplement, justement, en forêt, le mycélium est peut-être là depuis 10 ans. Et donc, il a créé un réseau mycélien qui va être plus sur 1 mètre, 1 mètre 50 de profondeur. Donc, quand on va voir les chaleurs d'été, même si dans la forêt, il fait encore bon, il fait 21, 22, ça fait quand même chaud pour le mycélium. En fait, il va se faire brûler sur sa surface. Mais comme on parle on va dire, d'une puissance de réseau mycélien, tout va descendre, l'énergie va descendre dans le fond et se protéger en fait pendant la chaleur. Et nous, malheureusement, vu qu'on implante ça au mois d'octobre ou novembre, ça va être un mycélium qui va travailler sur 30 ou 40 cm. Et quand on va arriver aux 24 degrés au printemps, malheureusement, on grille le mycélium. Et donc, on est obligé de le recharger. Alors, bien évidemment, on a des producteurs qu'on met en forêt, hein, qui ont des serres comme on peut avoir, mais qui s'amusent à en mettre en forêt. Et effectivement, ils voient bien qu'il y a des morilles qui ressortent un petit peu, mais c'est pas obligé que ce soit dans un cycle annuel. C'est-à-dire que le fait de laisser le procédé de morille agir de lui-même, ça peut être, on fait la première année en forêt, donc exactement comme notre culture prévue sous serre, mais que l'année suivante, on attend une sporulation de la morille comme ça se passe naturellement. Là, c'est des cycles qui peuvent prendre 2 à 3 ans. Ça peut être un mycélium qui va être gêné, etc. Donc voilà, là, ça change un petit peu l'aspect technique. En tout cas, le mycélium pourrait survivre, mais c'est les conditions voilà, de chaleur qui font que malheureusement, on n'arrive pas à le faire survivre d'une année sur l'autre. J'avais une question par rapport toujours au contexte là. Est-ce qu'il y a des choses qui sont rédhibitoires? Je sais pas, le vent. Chez nous, on a pas mal de vent. Est-ce que euh, voilà, des choses qui Tout vont à fait. vraiment être empêcher la culture, quoi, qui. Ouais, alors, les principaux éléments, donc, ça va être à nouveau l'acidité du terrain. Le vent est un frein aussi également, c'est-à-dire que quand on a du vent qui souffle vraiment sur les morilles qui sont en croissance, ça leur stoppe leur croissance, elles s'arrêtent de grandir. Mais voilà, le fait d'avoir ce filet d'ombrage naturel, on casse vraiment déjà la force du vent. On va dire que c'est plutôt quelque chose de passif qui rentre dans la serre. Et on peut également, encore une fois, s'aider aussi de ce petit tunnel nantais, comme on appelle ça la casquette, c'est-à-dire l'avoir sur une partie où ça souffle un peu moins et ça se calme un petit peu. Donc on a la chance quand même d'avoir essayé à peu près dans tous les départements de France, même avec des grands vents violents, voilà, que ce soit par exemple au bout de Provence à Marseille, on fait ça avec un restaurateur, où il a des vents d'une violence assez incroyable. Mais voilà, on arrive très bien à gérer ces conditions-là. Et après, le principal problème qu'il va avoir derrière, ça va être la limace. Voilà, c'est notre principal ennemi, qui lui a raison de 49 fois son poids par jour de consommer, est capable de manger 1 kilo de morille, donc 100 euros par jour. Donc voilà, le principal ennemi est vraiment la limace, quoi.
Alors, c'est pareil, on a trouvé des moyens de limiter un petit peu l'impact de la limace. Donc effectivement, le fait de travailler un petit peu le sol, de monter la serre par-dessus les individus de dehors, ne rentreront pas dedans. On aime bien utiliser aussi la granule bleu bio qu'on utilise en prévention. On utilise en prévention, c'est-à-dire qu'on la met avant les morilles, ou alors la meilleure technique qu'on ait trouvée, et ça nous vient d'un monsieur qui cultive avec nous, ou simplement en fait il met une tuile qu'il met en plein canot, et quand c'est l'après-midi, une tuile de toit Ah, qui mettent l'après-midi en plein dans le canot, et toutes les limaces vont se planquer dessous parce qu'il fait trop chaud. Et en fait, il racle le soir la tuile. Et en général, en 4-5 jours, il est tranquille pendant toute sa culture. Donc voilà, c'est un petit peu notre moyen préféré. Il faut juste trouver des tuiles, mais bon, voilà, ça reste la chose la plus simple, quoi. oui. Moi, je connais une ferme qui se sont lancés avec vous avec un grand tunnel et avec le vent qui Ouais, casse le pied, ils ont arrêté, hein. Donc, d'accord. c'est un problème le vent, en fait, c'est vraiment, hein. Pas pour eux, Vous et vous, ça peut marcher, quoi. d'accord. Vous vous rappelez du nom, non, de qui c'était? Alors, dans le Gard, la ferme, Pardon, ils vous ont avez une dit la miellerie, ferme? Puech, ça s'appelle. Ils font du Puech, oui, miel, ça me hein. dit quelque Ils chose. font du Oui, miel, ils avaient fait du miel, ouais. Oui, alors eux, ils avaient des problèmes de vent, et il y ouais. avait quelque chose d'autre, ouais. Ah, moi, je les ai Euh, appelés, ils m'ont dit que c'était le vent qui avait fait foirer la récolte. d'accord, ouais, ouais. Alors c'est vrai que le vent, alors nous c'est vrai qu'on a pris l'habitude naturellement en fait quand on s'implante dans une forêt, dans un terrain, de créer un clos-masure assez exceptionnel en quelques années. Donc on va dire qu'on a vraiment un frein qui est assez important sur le vent. Nous par exemple on a une soixantaine de tunnels de 100 mètres carrés à la suite. Et donc le fait aussi de les coller les uns aux autres, on limite quand même vraiment l'impact. Et alors nous ça ne nous pose pas un énorme problème. Mais c'est vrai que voilà, il y en a qui n'hésitent pas à mettre des brise-vents ou choses comme ça pour essayer d'aider autour. Mais après, voilà, faut voir un petit peu la violence des vents, mais en général, c'est pas la chose qui est le plus grand frein à la culture, vraiment, quoi. Ah oui. Et Ok. puis si on est dans une serre maraîchère, du coup, je pense que là, du coup, Tout on à fait, règle le problème. tout à fait. C'est vrai Par que pour les contre, il serres va maraîchères, il y falloir a arroser plus, quoi, j'imagine, pour maintenir l'humidité nécessaire. Mais C'est ça, tout à fait. Alors le côté bien du côté maraîcher ou avec des serres galvanisées comme ça, c'est qu'on peut garder déjà les bâches transparentes que vous possédez et en fait Ah, venir installer le filet par les fils d'eltane à l'intérieur. Donc là, effectivement, on enlève tout l'impact du vent. On a quand même l'ombrage, mais effectivement, par contre, ça a des morilles qui vont être déclenchées quand même plus tôt grâce aux chaleurs. Voilà, une humidité à gérer, mais ça n'empêche pas du tout et c'est même très pratique. Voilà, pour ne serait-ce que d'avoir les tracteurs ou les choses motorisées qui ont besoin de travailler dessous. Alors qu'avec nous, les tunnels qu'on utilise, il faut plus utiliser des micro-tracteurs, c'est des mini-serres, quoi. j'ai une question. Pour les sangliers, il faut faut tout clôturer, quoi, j'imagine. Alors, le sanglier, c'est une longue histoire avec tous les producteurs qu'on a. Tout le monde a peur des sangliers, on avait peur aussi. Ouais. On n'en a jamais eu dans notre culture à nous personnels. Vous en avez chez vous? Ouais, on est en plein milieu d'une zone de chasse qui est assez incroyable pour les chasseurs. Et en plus, on a récupéré 1 hectare au milieu de 7 hectares de forêt. Et tout le monde nous a dit, mais vous allez vous faire déchirer les cerfs par les sangliers. Alors, je ne suis pas trop doué côté chasse. Est-ce que c'est parce que du coup, on a une énorme implantation au milieu et donc en fait, on va dire, un trou au milieu des forêts et qu'ils n'ont pas envie de se Ouais. faire tirer dessus, qu'ils évitent cette zone ou pas? Beaucoup de gens sont inquiets. Alors, il y en a qui ont directement monté des petites barrières électriques et choses comme ça, clôture électrique autour pour se protéger. Mais on n'a pas eu de retour vraiment où il y a eu un énorme problème avec des sangliers qui ont tout saccagé. Voilà, plus souvent, on va avoir des rongeurs qui peuvent venir parce que forcément, on va dire le climat qui est sous la serre est plus agréable qu'à l'extérieur. Donc, on peut avoir des rongeurs voilà, qui s'installent un petit peu dans les tunnels. On a des lièvres, des choses comme ça. Ils Mais on mangent n'a les pas. morilles, les rongeurs. Alors, ils mangent pas les morilles. Par contre, ils sont attirés quand même par la semence, par le mycélium. Ah, et le Et blé aussi. Oui, oui. voilà. Et donc, d'où l'intérêt, encore une fois, de l'encapsuler, c'est-à-dire qu'en 4-5 jours, il va se recomposer. Et une fois que ça sent trop le mycélium de morille, voilà, les rongeurs sont plus attirés par le goût du mycélium, quoi. Mm. Et les chiens truffiers, ça peut être un problème? Alors, je ne connais pas de chien truffier. Je pense que s'il y en a qui cavent un petit peu dans le coin, c'est possible qu'ils viennent dénicher la morille. Après, c'est vrai que nous, on se dit quand même que le mieux est d'avoir un petit peu un système de protection qui permet de se mettre à l'aise pendant la récolte. Et vu que c'est une récolte qui est quand même assez rapide, en 4 ou 5 semaines, voilà, ça ne demande pas une grande surveillance. On utilise des caméras de chat, justement, un détecteur de mouvement où on peut voir ce qui se passe sur le terrain et intervenir s'il faut. Sachant que voilà, Donc, on est quand même à une quinzaine de minutes ça, de l'exploitation. ça a la Et même puis odeur que la truffe pour le chien? Alors non, pas du tout, hein. On est vraiment déjà sur l'odeur de la morille complète. Et même quand vous encapsulez le mycélium, ça sent déjà la morille. Donc on n'est vraiment pas sur la truffe, mais c'est vrai que j'ai pas la connaissance de savoir si le chien se réfère au mycélium ou vraiment à l'odorat par rapport lié à la truffe, quoi. Et donc, vous expliquez à quelle échelle ça peut être rentable
À partir de quelle grandeur de plantation? Alors ça, c'est vrai que nous, c'est un schéma très ouvert. On a beaucoup de gens qui commencent sur un petit tunnel de 100 mètres carrés pour s'essayer avant de voir plus grand. C'est les plus petits Euh, là que votre kit qui démarre à 100 mètres carrés. Voilà, c'est ça. Sauf du petit côté particulier où je parlais, on peut simplement Ouais, faire un petit test avec quelques pods et qui est quand même assez sympathique. On est plus du côté ludique, on va dire, quoi. Mais c'est vrai que voilà, la culture peut démarrer sur un 100 mètres carrés, comme on a des gens en grande culture qui sont déjà sur un 5000 mètres carrés de culture. Donc voilà, ça, on va dire, ça dépend un petit peu la recherche qu'on a, si c'est de la diversification, si c'est carrément une nouvelle activité à mettre en route. Voilà. Ce qui est intéressant aussi, c'est que nous, on essaye toujours justement dans l'accompagnement et on va dire, dans tout ce qu'on fournit comme matériel, de faire en sorte que vous tombiez assez rapidement sur votre investissement. Donc, c'est-à-dire, nous, on aime bien dire vulgairement, la première année, on achète les serres et les pods, et la deuxième année, ils sont déjà amortis par la première récolte, et donc il reste juste à réensemencer, et après, on a un cycle qui est assez pratique et qui est économiquement très intéressant. et c'est combien de pods pour 100 mètres carrés? Alors, nous, sur les tunnels de 100 mètres carrés comme ça, on en met 420. Ah ouais. Voilà, donc il y en a 3 à 4 par mètre carré. Voilà, pour donner un ordre d'idée, on va dire que c'est à peu près 7,50 € l'unité hors taxe. Donc ça comprend le pods, la semence et le sac de nutrition fourni au-dessus. Voilà, le but est d'en mettre 3 au mètre carré. Donc on peut aussi en mettre moins, hein. Par exemple, on a beaucoup de personnes sur leurs investissements, ils commencent simplement avec 100 pods, mais ça n'empêche pas d'être équipé d'un tunnel. Donc là, pas faire l'erreur. Il faut bien rassembler les 100 pods à 3 par mètre carré. C'est ce qui fait exploser le rendement, en fait, le fait qu'ils soient multipliés, qu'ils s'interconnectent. Pourquoi? J'ai compris. Par exemple, si vous avez un tunnel de 100 mètres carrés et que, par exemple, pour l'investissement, vous prenez que 100 pods, le but est de pas les étaler sur les 100 mètres carrés, mais de bien les contracter à 3 par mètre carré. Voilà, en fait, ça fait exploser les rendements, le fait qu'ils soient plusieurs unités au mètre carré, quoi. Donc voilà, Donc ça il faut permet en mettre aussi de... 3-4 par mètre carré, c'est ça la clé. Voilà, c'est ça. Ok, tac, tac. Tout ce qui est sur la revente de morilles, parce que c'est quand même quelque chose aussi d'important. Voilà, on va dire, vu qu'on est un petit peu au balbutiement du marché et qu'on est ouvert un petit peu à tout, ce qu'on aime bien faire, c'est-à-dire que chaque personne qui se lance, soit il peut vendre directement en direct ses morilles, ce qui est très pratique pour bien valoriser son produit, et puis surtout s'il a un carnet d'adresses qui peut être intéressant, mais ça peut être aussi simplement m'appeler, me dire, Jonathan, vendredi, là, j'ai 10-12 kilos de morilles qui m'attendent sur une serre, est-ce que tu as quelqu'un? Et simplement, nous, en fait, on donne le numéro du restaurateur, ou alors on vous envoie un camion qui récupère le colis, qui l'expédie. Alors on est vraiment dans une notion de partage, que de toute façon on s'en sort pas tout seul. Donc voilà, même s'il faut partager des restaurateurs, que ce soit pour la commercialisation, ou même c'est ce qu'on fait maintenant avec ceux qui ont des plus grandes cultures. Par exemple, il y en a qui font 5000 mètres carrés et qui veulent strictement pas faire de revente, simplement cultiver. Donc dans ce cas-là, nous on récupère les morilles, on les revend directement au restaurateur, quoi. Ok. Tac, tac. Bon, moi j'ai plein de questions, hein, mais je vais pas être là toute seule à Bon, allez-y parler. Mathilde, hein. Allez-y. Moi j'ai déjà un tunnel, mais j'ai pas les bâches dessus. Donc le mieux, ce serait de mettre. Enfin, j'ai déjà le tunnel en galva là. Et est-ce que je Ok. mettrais un plastique ou est-ce que je mettrais juste l'ombrage, quoi? J'ai envie de dire, si vous avez d'autres utilités pour cette serre et que Non, vous ce n'avez pas sera du juste plastique, pour la morille, ouais. Ce sera juste ok, pour... bah dans ce cas-là, voilà, faut juste équiper Ok. du filet d'ombrage qui représente la forêt, quoi. Du coup, il faut prendre Alors, quel... ouais, c'est quelque chose qu'on peut fournir, hein, qu'on a aussi en interne. Vous pouvez aussi le trouver de votre côté, hein. Donc, c'est-à-dire qu'il faut un filet d'ombrage qui fait entre 75 à 83%. Voilà. Et puis nous, on a déjà des rouleaux disponibles comme ça voilà, qui est un produit qui est quand même vraiment pas mal, résistant, mais surtout à des prix assez intéressants. On a mis beaucoup de temps à trouver ce produit, qui est simplement un filet maillé vert, un petit peu comme on a pour les oiseaux, mais avec une maille beaucoup plus serrée. Voilà. Et Et du donc ça, on a... tissu, ça pourrait pas le faire juste? Pardon? J'ai dans des draps en tissu, genre une sorte de tissu. Alors, ouais, c'était quand même très complexe parce que c'est vrai que nous, on va dire, en fabriquant l'itinéraire de culture, on a été dans une précision où à Oui, chaque oui. fois qu'on essaie de dériver un petit peu de ça, on dit on peut essayer, hein, il n'y a pas de raison que ça marche pas, mais Je suis voilà, déjà sous des arbres, donc je me dis, il y a déjà de l'ombrage. Mais après, à certaines heures, bah, ça passe quand même entre les feuilles. voilà, c'est ça. Alors pour ce qui est pour ça, d'ailleurs, c'est très intéressant comme question, Mathilde, c'est qu'on peut créer un double ombrage, c'est-à-dire on peut incorporer un tunnel qui est déjà un petit peu ombragé naturellement par des arbres. Donc si c'est un petit peu d'ombrage, qu'il y a quelques branches, on n'est pas avec des feuilles énormes au début du printemps, c'est pas forcément gênant, ça va décaler un petit peu la date de fructification des morilles. Donc c'est-à-dire que si en plein soleil, avec votre serre, vous aviez eu ça par exemple un 15 mars, effectivement ça peut être plus vers le 25 parce qu'il va falloir justement que cette zone un peu plus froide avec ce double ombrage se réveille. Voilà, ce qu'il faut faire attention, c'est pas de créer vraiment un double ombrage noir où là justement il nous manquerait les 15-20% de lumière qu'il faudrait pour la croissance. Alors, on a bien évidemment aussi essayé directement en forêt et donc c'est là où c'est très difficile d'avoir des rendements homogènes puisque si une branche simplement est plus courte, laisse passer beaucoup la lumière, ça impacte le sol, les morilles auront trop de lumière pour avoir une croissance.
Et si c'est trop noir, elles vont aussi effectivement pourrir. Donc c'est pour ça voilà, qu'on a l'habitude de faire quelque chose d'homogène avec ce filet qui fait tout le bon, quoi. Et donc ces rouleaux, voilà, on les a disponibles pour essayer de s'adapter justement un petit peu à toutes les largeurs et les développés d'arche de serre. Donc voilà, les plus longs qu'on ait, ils font 12,50 de large, on a 12,50, 9, et ainsi de suite, on peut descendre jusqu'à 6 ou 3 mètres de large. Donc les principales en général sont de 12 mètres de large, ça dépend un petit peu les tunnels galvanisés que vous pouvez posséder, quoi. C'est celui-là, je crois. Ok. Et si je décide de mettre un plastique, il faut quand même laisser ouvert, faut laisser les entrées ouvertes, quoi. Voilà, alors le but, ça va être d'essayer quand même de faire une petite ventilation passive. Alors, soit sur les grandes serres galvanisées, vous savez, on a les petites ouvertures au plafond qu'on peut laisser pour faire une petite ventilation passive. Si jamais on a trop d'humidité et qu'on a besoin de descendre, par exemple, parce qu'on a déjà nos morilles, effectivement, on ouvre les portes, on ouvre les écoutilles pour que ça ventile plus simplement. Et puis, bah, si on en manque, on n'hésite pas à fermer et aussi à arroser. Donc voilà, on peut utiliser soit la bâche, soit pas. Disons que quand on a la bâche, voilà, il faut juste être réactif au moment où il y en a besoin pour l'humidité, mais ça peut être très pratique aussi pour le vent, quoi. Alors il y en a beaucoup aussi Oui, qui pour le sont, vent, oui, pour le vent. voilà, il y en a qui sont assez malins aussi, c'est simplement en fait ils ont créé des bavettes sur les côtés des serres galvanisées jusqu'à 1 mètre de hauteur, et ensuite ils ont tout fini en filet d'ombrage, et donc du coup en fait ils ont le vent qui est freiné sur le premier mètre de hauteur, et donc ça impacte pas forcément les morilles, quoi. Et ça Ah, c'est plutôt la petite technique des sudistes un venteux petit qui sont plutôt pas muret, mal. pas qu'ils prennent le vent sur le C'est ça, toit. tout à fait. Hmm. Ok. Ouais, je réfléchis à quelque chose. Et les buttes, elles font combien de large dans l'hiver? Alors nous on a des buts en général, on essaie de faire des buts de 1 mètre. De Alors à large? nos Ah départs, ouais. Tiens. voilà. Là, maintenant, on est passé en 70-80 cm, plus pratique, hein. On est dans l'empattement des roues du micro-tracteur qu'on a. Voilà, à savoir qu'il y a vraiment cet itinéraire de départ qu'on donne, c'est-à-dire on prend une butte d'1 mètre de large, on en met 3 au mètre carré. Mais il y a un truc qu'on va se rendre compte assez rapidement, c'est que même si vous faites une culture de 60 cm de large, les morilles vont pousser de partout, c'est-à-dire vous ne saurez plus où marcher, il y en a dans les canaux. Ah J'appelle oui. ça le problème des morilles. C'est-à-dire qu'il y en a de partout, bon, ben, on se plaint, mais il y a des morilles, donc il faut se débrouiller un petit peu avec. Voilà, en tout cas, le mycélium, lui, va se propager, va aller n'importe où, et essayer de ronger au maximum le sol pour s'étendre. Voilà, donc après, c'est, on va dire, plus un côté technique de chacun chez soi, qui est plus pratique, voilà, adapté à l'empattement du tracteur, etc., quoi. Ok. Une petite question. Bien sûr. Au niveau des canaux, j'ai vu qu'il y avait des sacs de lestage, c'est ça ou j'ai mal vu? Alors, les sacs de lest, ouais, on les utilise, nous, c'est justement pour tenir le filet. Simplement, nous, parce qu'il est pas enterré, donc en fait, on a mis des sacs de lest pour pouvoir tenir sur tous les côtés. Et ce qui est assez pratique pour nous en hors saison pour essayer d'enlever les filets, etc., et de laisser les adventices, etc., pousser. Ce qui nous sert un petit peu aussi à recréer un mini nutriment, on va dire, et apport de matière organique dans le sol. Et voilà, c'est vraiment pour bloquer le filet contre les vents ou autre, D'accord, quoi. d'accord. Merci. Avec plaisir. Pour tester le pH de son sol, il y a une technique. Je sais Alors, il y qu'avec en les a pas bandettes, là, mal. c'est pas très fiable, je trouve. Bah, c'est ça, voilà. Il y a pas mal de choses critiques, mais on est quand même quelque chose sur très approximatif. Donc nous, on s'est mis en collaboration avec les laboratoires Tessier, où on Ah oui, leur il faut demande justement rien. voilà, des analyses techniques qui sont spécifiées sur la morille. Donc eux, ils savent par habitude chercher exactement ce qu'il faut. Si je dis pas de bêtises, on est sur une cinquantaine ou une centaine d'euros l'analyse de sol. Et on n'hésite pas à dire à tout le monde, mettez plus d'échantillons de plusieurs terrains, on met dedans. Et puis comme ça, ils testent. Et c'est vrai qu'avec le retour d'analyse de sol, on se passe un coup de fil tous ensemble derrière. Et on a déjà débriefé s'il y a quelque chose à modifier. Le plus souvent, ça va être vraiment savoir si on est dans un terrain, par exemple, qui a un taux de magnésium qui dépasse 30 fois ce qu'on aurait besoin, donc là on évite, c'est un peu inhibiteur. Mais sinon, à part ça, ça va être juste une modification du pH. On va faire ça derrière, simplement avec voilà, du balmedon, carbonate de calcium pour relever le pH au fur et à mesure, quoi. Ah, il faut rajouter le calcium, d'accord. Voilà. pH. Moi, j'étais à 7. Voilà, 7 en général. Nous, on avait un terrain à 7 d'origine. On a utilisé la carbonate de calcium. On a mis 300 grammes au mètre carré. Donc en gros, 300 grammes de carbonate, ça nous fait monter d'un point de pH. Et après, c'est très bien passé. Et ça, comme on n'a même jamais rendu toutes les autres années. Donc voilà, il faut se dire que si on est sur des pH qui sont aux alentours de 6,2, 6,3, vous allez avoir sur l'opercule supérieur le mycélium qui va juste sortir là. On va voir que c'est tout blanc. Et en fait, il ne va pas aller sur la terre parce que le côté acide ne lui plaît pas, quoi. Donc Ouais, voilà, c'est quelque chose qui a. chez nous, on a des sols très calcaires en général, on Ah n'a oui, pas trop, voilà, pas trop de problèmes. Alors, à part dans Super. les Cévennes où c'est assez différent, Ouais, mais sinon, c'est sur plutôt le, ok. calcaire on est, argileux. on est Ouais. plutôt, ouais, on a plutôt un pH assez élevé, donc je pense que c'est pas trop un frein. Je pense Super, que chez nous, tout à le fait. frein, c'est surtout le vent Ouais. Ouais. Et sanglier. et les Et les sangliers, sangliers, peut-être. Ouais. ça, de toute façon, quoi qu'on cultive. Alors, j'ai une question parce qu'on parle sanglier, peut-être que vous savez plus que moi. Est-ce que vraiment
les barrières électriques marchent pour les sangliers ou c'est quelque chose Il faut ouais, qu'il y ait du jus. Ouais, ouais. Il ok, faut, c'est faut efficace. 5 fils Oui, avec en gros du jus, quoi. Ouais, oui, ok. ça fonctionne. Oui. Ok. Parce que c'est vrai qu'on me pose souvent la question, je dis bah nous on n'a pas le problème et puis même les producteurs qui ont peur de ça finalement on n'a jamais trop le problème donc c'est bien de le savoir. Donc ok, ça peut être une bonne barrière pour les sangliers quoi. Oui, sans problème. Moi, j'avais Ok. une autre question. Vous disiez, donc, enfin, ou tu disais, on peut se tutoyer, donc la première année, on achète 7 euros unité, 7 euros hors taxe l'unité pod plus les semences, enfin, le kit complet, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Ouais. Et après, la deuxième année, du coup, on garde ses pods et on Voilà donc rachète les pots que la semence? voilà, le pot, c'est quelque chose d'amortissable. Une fois qu'on l'a, on le garde. Nous, notre plus vieux a 8 ans. Ok. Donc là, il est planqué quelque part dans le terrain. On lui a fait un marquage, mais il est parmi les milliers qu'on a. Et on essaie de voir. Donc là, voilà, on sait que c'est un produit qui tient largement 8 ans, donc qui est réutilisable. Ok. Effectivement, voilà, il faudra juste réensemencer le pod et remettre de la nutrition chaque année. Et ça, vous les vendez à quel prix, du coup, pour On est l'instant? sur 5 euros. 5 euros hors taxe. Voilà, donc là, ça comprend la nutrition et la semence réinjectée dans le pot. Alors, en parlant de ça, il y a des choses qui sont très intéressantes aussi, c'est qu'on travaille beaucoup sur les variétés de morilles qu'on peut utiliser et on a un but final qui est assez intéressant, c'est-à-dire que chacun qui est dans son département puisse trouver des morilles sauvages qui est autour de chez lui, que nous on puisse les travailler en laboratoire s'il y en a. Je sais que ça, c'est pas de partout qu'on en trouve, mais si c'est l'occasion d'en avoir, on peut essayer nous de voir en laboratoire si on peut les reproduire en culture et après 2 ans de test, donc c'est-à-dire encore une fois si le goût gustatif y est et le rendement est intéressant, voilà, vous réattribuez pardon, votre souche et donc là, ça permet quand même d'avoir un circuit court qui est beaucoup apprécié par les restaurants, d'avoir la souche locale qui pousse dans vos serres, dans votre terroir et qui est directement distribuée aux restaurants alentours. Voilà, c'est un modèle aussi qu'on aime beaucoup et qu'on essaie de développer au fur et à mesure. Hmm. Question. Du coup, la première année, on est sur à peu près 2000, je fais un calcul rapide là, 2250 euros pour 100 mètres carrés d'investissement. C'est ça, tout à fait. Et la deuxième année, du coup, on est autour de 1500 euros hors taxe. Alors, moi, je suis parti sur une base de 420 unités sur 100 mètres carrés, comme on disait. Et donc, ça nous donnerait à peu près 3000 euros d'investissement hors taxe pour 420 unités. Hein. Donc là, c'est vraiment une serre boostée. Plus on multiplie, en fait, plus il y a de la puissance mycélienne dedans, plus il y a beaucoup de morilles qui sortent. Donc c'est toujours intéressant d'en contracter un petit peu le maximum, c'est-à-dire que plutôt que faire 2 tunnels de 300, il vaut mieux partir sur un tunnel de 420 qui va donner beaucoup plus de résultats et ensuite continuer à investir si le cœur nous en dit. Donc effectivement, voilà, pour un investissement de 420 pods avec la semi, la nutrition, on va être à peu près sur 3100 euros hors taxe. Et l'année suivante, pour les recharges, on est à peu près sur 2300 euros hors taxe. Voilà, sachant qu'en général, la deuxième année, tout le monde se rapproche très rapidement des 60-70 kg par serre. Le but est d'arriver facilement à 80. Et donc voilà, revendu une centaine d'euros le kilo, voilà, on est à peu près sur un chiffre d'affaires par tunnel qui est entre 6 et 7 000 euros. Quoi. Ok. Sachant aussi qu'il est intéressant dans le calcul peut-être d'investissement économique que la plantation se fait assez rapidement, c'est-à-dire que ça se passe en l'espace de 15 jours, donc même si ça demande de la main-d'œuvre, ça ne demande pas une extrême main-d'œuvre ou du moins pour très peu de temps. Et après, ça va être un petit peu pareil au printemps pour les morilles, ça peut durer 4 à 5 semaines. Mais là, il faudra jouer par exemple, je dis une bêtise, mais s'il y a 6 jours de pluie de suite, ça ne sert à rien d'aller ramasser des morilles qui sont gorgées d'eau. Il vaut mieux attendre que ça ressuie un petit peu, qu'elle relâche un surplus d'eau. Et donc en fait, ça va être une récolte, on va dire 2 voire 3 fois par semaine si tout est parfait. Donc là, ça demande une petite équipe de ramasse. Voilà, mais ça ne demande pas beaucoup de main-d'œuvre non plus. Quoi. Et est-ce qu'on amenderait la terre avant avec du compost pour l'enrichir? Alors, si suite à l'analyse de sol, effectivement, il y a un petit problème, on peut faire ça. Dans ce cas-là, on cherche toujours du compost finalisé qu'ils appellent phase 3. Voilà, c'est vraiment un compost qui est de feuillus de préférence, qui est vraiment déjà bien décomposé, simplement parce qu'il est très assimilable par le mycélium. Et alors là, le mycélium va se régaler. Mais disons que ça, voilà, on part toujours de l'analyse de sol. Moi, j'aime bien dire que si dès le départ tout est OK, il vaut mieux rien rajouter parce qu'effectivement, rapporter un compost, c'est rapporter d'autres mycéliums, c'est rapporter d'autres bactéries qui peuvent être concurrentes. Oui. Ouais, Donc voilà, ouais. si le sol est parfait, on ne change rien. S'il y a besoin, on a des fournisseurs où on peut trouver ça dans les COP, où vous avez sûrement même plus de réseau que nous par rapport à ça. Dans ce cas-là, on peut utiliser un très bon compost et enrichir le terrain aussi. Ouais. Crottin de cheval, pareil, du coup. Alors, crottin de cheval, très acide, il faudra une belle décomposition Ah et oui, attention. voilà, de bien 3 ans aussi. Et pareil, essayer de pouvoir tester le pH, voir si l'acidité est redescendue et que voilà, la décomposition s'est bien passée. Quoi.
Sachant qu'on a beaucoup de cultivateurs qui ont déjà des tunnels en culture, qui nous ont posé la même question. Et puis en fait, après analyse de sol, la matière organique était largement assez élevée pour la culture de Maury. Donc eux, croyant, ayant fait des cultures de légumineux ou autres, avoir appauvri le sol, en fait, c'était très bien pour la Maury et ça posait aucun problème, quoi. Le taux de matière organique dans le sol, c'est quoi qui est recommandé du coup? Alors je crois que c'est à partir de 3%, on commence déjà à dire quelque chose qui est plutôt bien. Mhm. Et après, quand ça monte au-dessus, on n'est aucun rapport, enfin, aucun problème avec ça. Et après aussi, on regarde pas mal le rapport C/N. Alors nous, on a la chance d'avoir beaucoup d'analyses et de gens qui nous suivent où ils cherchent déjà à avoir un terrain qui est en rapport par rapport au nôtre. Ouais. Même tout ce qui est rapport C/N de 9, 10, etc. C'est extra pour la culture de Nori, quoi. Ok. Autre point intéressant que je pense aussi, on cherche justement à développer cette culture nori, mais notre but n'est pas de faire chuter ce marché un jour. Donc, c'est-à-dire que on est dans l'idée de la collaboration tous ensemble. Donc, c'est-à-dire qu'on essaye de tous garder les mêmes prix, on fonctionne en réseau, on peut même se partager les restaurateurs, on sera les premiers à les partager. Et le but est qu'une fois qu'on répond à la demande, simplement on arrête de vendre les potes professionnels en France. On a assez de demandes pour en avoir dans toute l'Europe, ça démarre un petit peu au Canada et aux États-Unis. Donc voilà, le but est nous, pour moi personnellement, en plus restaurateur à l'époque, voilà, faire de notre territoire vraiment un produit extraordinaire, qu'on gère, on va dire, notre communauté française, et qu'après, s'il faut vendre voilà, des professionnels qui puissent se construire, ils le font ailleurs en Europe. Mais nous, voilà, on essaie de créer notre coordination et de fonctionner que nous, entre nous, voilà, pour gérer notre marché en interne, quoi. Mais il n'y a pas un risque à lancer tous ces agriculteurs dans la morue que ça fasse chuter les prix, quoi. C'est vrai que la chose, c'est que là, vu qu'on est à peu près sur, on estime au moins 180 tonnes de frais et on ne dépasse pas les 5, ça fait 9 ans qu'on est dessus. Je pense qu'on peut arriver à la retraite avant d'avoir fini, peut-être pas. Mais en tout cas, si c'est le cas, voilà, nous, l'avantage qu'on a, c'est que le fait d'avoir déposé les brevets et d'être à peu près les seuls en Europe à cultiver, bien évidemment, on a toujours un ou deux concurrents, mais on n'est pas du tout sur les mêmes méthodes, techniques et résultats. Le but, c'est simplement, quand on sent qu'on se rapproche de la demande, on stoppe simplement de créer de nouveaux producteurs et on restera en réseau de producteurs déjà installés, quoi. Et ça, c'est très important parce que même pour nous, après 10 ans de recherche et développement, on ne voudrait pas se tuer le métier dans l'œuf par la suite et puis devoir faire une autre activité, quoi. Pour le séchage, c'est dans le carnet de route, là aussi, vous expliquez un petit peu. Alors pour la déshydratation des morilles, nous on en fait 0%. C'est-à-dire qu'on a tellement de demandes qu'en fait on expédie en non-stop. On a des producteurs qui le font, il y en a qui font des marchés, etc. Donc là, il y a plusieurs solutions, hein. On peut utiliser des déshydrateurs qui sont utilisés pour d'autres produits. Nous, la seule année où on l'a fait, c'est pendant l'année du Covid, puisqu'on ne pouvait pas vendre aux restaurateurs, ils étaient fermés, on était en pleine récolte de morilles. On s'est retrouvé avec des pots, 600 kg de morilles frais sur les bancs, on ne savait pas quoi en faire. Donc là, simplement, on a utilisé encore une fois le voile d'ombrage qu'on a retourné dans l'autre sens. Et en fait, on les a déshydratés simplement au vent et au soleil, en les brassant toutes les 2 heures pour qu'elles gardent leur belle forme ronde, etc. En les rentrant le soir pour éviter forcément un peu l'humidité qui revient. Et voilà, en l'espace de 3-4 jours, on avait un produit qui était déshydraté, bien contrôlé, que quand on met le doigt dessus, il faut que ça craque. Il faut que ça soit mou, il faut que ça craque. Et là, on peut les mettre directement encapsulés, en bocaux, etc. Et là, voilà, on a un produit qui peut durer quelques années facilement. Alors ça peut être intéressant effectivement pour faire les marchés, on peut avoir un petit peu de frais, mais pour le hors saison des morilles fraîches, ça peut faire des morilles séchées. Et il y a aussi beaucoup de demandes à Noël pour les repas de Noël, où là aussi ça peut être un bon point de vente en morilles séchées. C'est vrai que nous malheureusement on a un peu de mal, et peut-être que même si vous venez un jour à produire, sûrement que je vous appellerai au début du printemps en vous disant vous êtes sûr que vous allez tout vendre, ou vous voulez pas me revendre 200 kilos parce que j'en manque. Donc voilà, souvent vous n'avez pas déshydraté beaucoup, et je vous dirais si jamais il y en a, on peut les vendre fraîches directement, et puis donc rentrer le chiffre d'affaires rapidement et passer à autre chose aussi, quoi. Et est-ce qu'il faut une licence pour pouvoir vendre des champignons? Comment ça se passe après? Alors pas du tout, hein. Justement, il y a une autre entreprise en France qui fait de la semence comme ça et qui demande d'avoir des licenciés sous expérimentation. Nous, c'est pas du tout ce qu'on fait, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous investissez vos tunnels, on vous forme pendant un an en vous donnant tout ce qu'on peut, et puis derrière, voilà, chacun est libre de recommencer chaque année, de reprendre sa semence ou simplement d'arrêter. Voilà, et donc on est vraiment dans un schéma libre où on s'établit tous ensemble. Et même nous, à un moment, on fera forcément moins de production que certains des producteurs qui nous auront rejoints, puisqu'on sera aussi en train de gérer le côté semencier et création de semences pour pouvoir donner ça à tout le monde à la bonne saison, quoi. Moi, je crois que enfin, moi, un restaurateur à qui j'ai parlé m'a dit il ne peut pas acheter des champignons à n'importe qui, il faut qu'il se soit agréé, au cas où s'il a un contrôle.
Ok, bah nous, non, ouais. Alors, bien sûr, nous, on est certifié AB Bio, hein, on a la certif. Ça, on l'utilise, on va dire, c'est plus pour le côté marketing, parce que les gens aiment bien le bio. Mais de toute façon, la morille, on peut pas lui mettre de produit, c'est quelque chose de très éponge et ça se ressentirait directement dans le produit. Donc, bah voilà, on n'a pas de traçabilité spécifique à part ce contrôle bio. Et puis, le fait qu'il puisse remonter jusqu'à nous en tant que semencier. Donc, voilà, je pense que la garantie, ça va être nous, semenciers, vous en tant que producteur, mais qu'il n'y aura pas besoin de trucs supplémentaires, quoi. Dans tous les cas, pour produire, il faut quand même, si t'es pas encore agricultrice, il va falloir déclarer l'activité agricole, quoi. C'est Ah, ça. si, si, si. Voilà, c'est ça. Mais si tu Ouais. es déjà en activité agricole, il n'y a pas besoin de plus de... Ouais, tout à fait. Alors, on a pas mal de gens qui sont sur vraiment des petites parcelles. Alors, c'est plus des reconversions professionnelles qui datent du Covid et qui veulent changer de vie. Donc là, c'est des gens effectivement qui ne sont pas agriculteurs, qui ne sont pas inscrits. Et dans ce cas-là, par exemple, au niveau de la MSA, ils font, comment on appelle ça, cotisants solidaires. Donc ils font tout au minimum pour pouvoir se lancer. Et après, voilà, effectivement, ils déclarent leur activité par la suite, quoi. Voilà pour ça. Peut-être encore d'autres questions. Alors je sais que ça fait beaucoup, hein. On a Hmm. l'habitude que quand on balance tout comme ça, et c'est un modèle qui change. Mais voilà, si vous prenez la patience de relire le petit guide, on voit vraiment étape par étape les explications. Et donc en fait, c'est assez avantageux, c'est-à-dire qu'il y a une étape, on l'a fait, on passe à la suivante. Bien évidemment, si on a la chance de travailler ensemble, nous on est par mail, par téléphone, par WhatsApp, en visio à tout moment. Pour regarder le moindre petit élément qui pourrait vous perturber et puis le solutionner s'il y a besoin. Voilà, mais en général, après une belle année, en général, ça se passe toujours bien la première année. Sauf qu'il y a inondation, choses comme ça, ou tempête incroyable comme ça peut avoir une ou deux fois. Mais sinon, voilà, j'aime bien dire que la deuxième année, on a facilement le coup pas dans l'œil. En fait, ça se déroule assez automatiquement et c'est quelque chose dont on prend vite l'habitude, quoi. Vous vous déplacez pour vérifier, pour Alors, on visiter peut, les gens? Voilà, alors on peut se déplacer, mais toujours en hors saison, c'est-à-dire vraiment quand on est hors période de semences. Parce qu'effectivement, nous, on a aussi la production, mais on a aussi la création de semences avec le laboratoire, etc. Ah Donc, ouais. c'est-à-dire qu'on va dire à peu près entre le 15 septembre et le 15 décembre, on ne peut pas bouger. D'ailleurs, on a des fois du mal à répondre au téléphone, donc on se retrouve avec les oreillettes branchées H24. Mais par contre, tout ce qui est visiter les exploitations avant, voir des choses techniques, le fait de se voir aussi en physique pour parler des choses, c'est un peu plus simple. Et puis bah, de pouvoir étudier le terrain, ça on peut le faire effectivement le reste de l'année sans problème, quoi. Donc là, vous n'êtes pas dispo, c'est 15 septembre, fin décembre, c'est ça? Tout le reste de l'année, voilà, c'est-à-dire qu'à partir de décembre jusqu'en... Alors moi je suis assez un peu plus libre parce qu'on a des équipes qui sont assez autonomes pour ramasser les morilles au printemps. Voilà, on va dire qu'à partir du 15 décembre, on est assez libre pour aller jusqu'au 15 septembre à peu près. D'accord. Il faut prévenir si vous faites une tournée dans le Gard. Eh ben, c'est ça, tout à fait. Je suis déjà en train de placer les petits rendez-vous 2025, donc avec grand plaisir si je passe dans la région. Et vous aussi également, hein, si jamais vous venez, ne serait-ce qu'au printemps, que vous avez un petit moment de libre malgré vos activités, venir voir l'exploitation, c'est vrai que c'est assez incroyable de voir toutes les morilles qui sortent comme ça. Non seulement bah, de se rendre compte vraiment de ce que ça donne, et puis bah, rien que sentir l'odeur, et puis bah, manger aussi une petite plâtrée de morille au passage, quoi. Mm. Si vous faites une tournée chez des producteurs qui sont pas loin du Gard, nous, ça peut nous Ouais, intéresser. Peut-être que vous nous le fassiez ah, savoir et tout à comme fait, ça, on peut diffuser l'info aux gens tout à fait, intéressés. Et ça peut être l'occasion d'aller voir des serres enfin, chez des agriculteurs qui sont dans un contexte pas loin de chez nous en plus. tout à fait, tout à fait, avec grand plaisir, avec grand plaisir. Ok. Est-ce qu'il y a encore Voilà quelques pour ça. questions? Dans tous les cas, je vais vous envoyer donc par mail le document que Jonathan nous a présenté. Il y aura leurs coordonnées, vous pourrez voilà, les retrouver. Là, vous êtes en pleine plantation, vous, du coup. C'est ça, on est en plein dedans, on est déjà en train de planter le box. Et là, nous, Dites-moi. si nous, on se lance cette année, on a encore un petit mois dans le sud, c'est ça, j'ai bien compris. Alors pour cette année, ça va être très très difficile. Ah, C'est-à-dire qu'on est vraiment sur quelque chose de très compressé. Ah, je vois que ça vous fait pas plaisir. Alors je dirais, ça peut dépendre de la quantité qu'il vous faut. Mais c'est vrai que nous, tout ce qui est produit en semence, c'est quelque chose qui est fait en amont, un mois et demi à l'avance. Donc, c'est-à-dire ah que le temps bon, que le mycélium se développe, c'est-à-dire que tout ce ah oui. qui est réservé, en fait, arrive à une date d'échéance qui correspond pile à la plantation. Ah, donc, faut Après, réserver à l'avance le mycélium. voilà. Après, j'ai envie de dire, on a toujours des petites réserves de palettes réfrigérées de semences qui sont déjà stockées au cas où justement on a besoin de surplus ou autre. Donc, ce qu'on pourra faire éventuellement, c'est se contacter assez rapidement et regarder quand même si on peut faire un petit début de test pour essayer ça directement cette année et puis pour avancer plus rapidement, quoi. Ouais. Oui, Donc, moi, l'idée, c'est de faire un petit test cette année avant de me lancer dans le grand, mais faut Ouais, voir ce bien qui sûr, bien reste. sûr. Bien sûr. idéalement, il faut commander à quelle période du coup?
Alors, nous, c'est de la prévente toute l'année, hein, c'est-à-dire que ça peut être au mois de décembre, et justement, plus c'est en avance, plus nous, on arrive à caler tout ce qu'il faut créer au fur et à mesure. La date butoir est vraiment quand on arrive justement aux alentours du 15 septembre. Alors, si par exemple, justement, c'est quelqu'un qui est en Espagne, il va planter ça début décembre, donc nous, ça nous laisse la chance de mettre encore dans le planning de la fabrication de semences, l'expédition, et de voir avec la météo, ça correspond. Mais si par exemple, on est trop short, trop court, on va pas prendre le risque de vendre de la semence alors qu'il fait trop froid et que ça va poser des difficultés sur le rendement, etc., quoi. D'accord. Voilà, je sais que c'est pas forcément cool, mais c'est vraiment dans une notion de ne pas faire démarrer quelqu'un sur quelque chose de raté à cause de Ouais. différentes choses et qui pourrait coûter le prix du projet alors qu'il y avait tout pour faire, quoi. Mm. Vous aviez une idée de taille, Mathilde, par rapport à ça? C'était une grosse surface ou Moi, ma serre, elle fait 7 sur 3. Donc, elle doit faire 20 mètres carrés, ma serre. bon, ça on peut faire sans souci. Elle, ouais. Ça on peut faire sans souci. Ok. Mais après, quand vous l'envoyez, il faut le planter direct, quoi. C'est ça que j'ai compris. Voilà, c'est ça. Le but, c'est que c'est vraiment, Il ça faut vous que est la vraiment terre soit transmis. prête, la serre soit prête, et quand on le reçoit, il faut vraiment pas traîner. Voilà, tout à fait. En règle générale, ce qu'on fait, c'est-à-dire c'est de la prévente toute l'année. Chacun réserve son mycélium, sa serre ou ses voiles d'ombrage s'il en a besoin. En général, on expédie ça pendant juillet, août et début septembre. Comme ça, tout le monde a son matos, ça a le temps d'installer tranquillement, pas être pressé. Voilà, travailler son sol. Et effectivement, bien sûr, vous êtes prévenu à l'avance. On expédie la semence au meilleur moment. Après, bien sûr, si vous la recevez et qu'il y a des pluies diluviennes, c'est un petit peu dur de semer quand il pleut. Et dans ce cas-là, il faut simplement conserver la semence en réfrigération entre 2 et 4 degrés. Une semaine, elle se met en dormance et puis on peut replanter éventuellement derrière, quoi. Hmm. Ok. Bon. Bah, s'il n'y a plus d'autres questions, Et les commandes, c'est direct sur. Il y a un site quelque part, on a payé, On peut aller sur ceramica.fr. Ceramica qui s'écrit avec un Y. Je m'excuse, je meurs 2 secondes. Voilà, n'hésitez pas aussi à aller faire éventuellement des petits tours sur YouTube. On a pas mal de personnes qui travaillent avec nous et qui publient des vidéos, donc on peut voir des cultures chez certains, on peut voir les cultures chez nous, on essaie aussi de faire des petits reportages, et puis il y a pas mal de reportages télé, on peut voir la culture de Maury, donc voilà, ça permet aussi d'avoir un peu plus d'imagerie, et puis peut-être d'avoir d'autres choses qu'on a parlé dans les reportages qu'on vient d'évoquer, mais qui ressortent assez facilement, et de retrouver des informations, quoi. Ok. parfait. Super. Merci beaucoup pour cette intervention, pour toutes vos informations. Et puis, n'hésitez pas si, voilà, si vous passez dans le coin, si vous faites des visites Avec grand plaisir. techniques à nous inviter, on diffusera voilà, aux personnes intéressées. Ouais, super. Bah, écoutez, je pense que j'hésiterai pas début janvier peut-être à vous recontacter, voir s'il y a différents profils qui sont intéressés, que même je prévois justement une petite tournée dans votre secteur pour qu'on puisse tous se rencontrer avec grand plaisir. Parfait. Merci à Merci tous. beaucoup. Bonne Merci beaucoup. À journée. vous également. Au revoir. Merci, Au à revoir. bientôt. Merci. Au revoir. Au plaisir. À bientôt. Au revoir.